Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. On va revenir sur les tubes des années 2000. Vous ne pouvez pas nier que c'est un profond amoureux de hip-hop en fait. Ce moment précis, c'est le moment où la destinée change. Je veux bien un côté scandaleux quand ça sert quelque chose ou alors quand je suis vraiment scandalisé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et c'est le début. Eh bien, bonjour mon cher Stevie, bienvenue chez Camino Ça fait TV. plaisir, ça fait plaisir, ça fait très longtemps. Je m'excuse auprès de toute l'équipe parce que voilà. T'as pas à t'excuser, l'essentiel c'est que tu sois là. On est super content que tu sois là, on a bien bavardé déjà avant que ça commence pour de vrai. On va parler de musique aujourd'hui, je suis trop contente puisque tu es un créateur de contenu musique depuis maintenant combien de temps? 4 ans sur YouTube, je crois. 4 ans sur YouTube. 3 ans. Mais en vrai, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que tu parles de musique. Je parle de musique. C'est pour ça qu'on va commencer un peu par ça, tu vois. J'ai envie qu'on apprenne à te connaître toi, à savoir un peu d'où tu viens, ce que tu faisais, avant qu'on commence à aller sur les grands sujets qui me passionnent, déjà moi avec les gars ici quand on en parle, et que même toi t'as pu traiter en contenu. Déjà, parlons de toi, le petit Stevie déjà. Où est-ce que t'as grandi, d'où tu viens? Alors le petit Stevie, j'ai grandi au Cameroun. Pays d'Afrique centrale, pour ceux qui connaissent pas, j'ai grandi entre Douala et Yaoundé. Douala c'est la capitale économique, Yaoundé c'est la capitale politique. En gros, j'ai grandi entre les deux villes et j'avais une mère qui était plutôt passionnée par la musique américaine, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que j'ai le truc de la musique américaine chez ma mère parce qu'elle danse un peu sur du Diana Ross, sur Janet Jackson, les grandes divas. Voilà, mais ça passe. Mais voilà, mais elle danse aussi sur du Michel Sardou. C'est-à-dire que elle, voilà, elle a grandi ici, elle pour le coup, en France, okay. Donc, à Toulouse. Donc en fait, elle rentre au Cameroun, c'est comme ça qu'elle rencontre mon père et voilà. Okay. Donc en tout cas, elle a une éducation plus européenne. Ouais. Mon père, il a grandi en Russie. Okay. Et du coup, mon père, c'est un espèce de petit russe, enfin un grand monsieur russe du coup que moi je découvre. D'origine camerounaise? Oui. Okay. C'est-à-dire qu'il a grandi il est né au Cameroun. Il a eu son bac à 16 ans. Il a une bourse. Il a grandi en Russie. Il a fait ses années. Il est revenu au Cameroun 20 ans après. Et il m'a eu. Donc en fait, quand il rentre, moi j'ai connu mon père grandir, j'ai vécu dans des bibliothèques, toutes les bibliothèques chez moi avec que des livres en russe. J'ai jamais parlé en mode russe, mais c'est vraiment dans cet esprit-là. Dans cette énergie-là. Et donc, du coup, entre mes deux parents, j'avais le petit côté américain et mon père écoute que de la musique russe, hormis Tracy Chapman et Donna Summer, je crois. Ah ouais. Peut-être Elton John. Hormis ça, j'ai que le truc, les chœurs de l'armure rouge. Mais il est né au Cameroun, mais il a grandi en Russie par rapport à la situation de tes grands-parents ou par rapport à... Par rapport au fait, tu sais, à l'époque, la Russie, tu as ton bac tôt, t'es intelligent, on te donne une bourse. D'accord. Et la bourse qu'il a eue, c'était en gros d'aller en Russie et ses parents l'ont laissé faire et ça a été compliqué quand même pour eux parce que, tu sais, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu peux appeler ton fils et tout. Donc, du coup, ils ont pas vu leur enfant pendant 20 ans. Ok. Il est revenu 20 ans après, il est parti à 16 ans, il est revenu quasiment à 30, 33, 4, la première fois. Au Cameroun. Oui. Tu disais j'entendais un contenu où tu parlais de ça. Maintenant, je fais le lien parce que tu disais à Keisha, j'ai eu une éducation à la russe. C'est quoi une éducation à la russe? L'éducation à la russe, c'est que mon père est très strict et, alors, c'est bizarre parce qu'il est pas, c'est pas non plus, il va pas te frapper, quoi. Mon père est très strict sans avoir besoin de le dire. C'est-à-dire que mon père, tu sais ce qu'il faut faire. Je pourrais pas t'expliquer comment il m'a... Une autorité naturelle. Voilà, une autorité très naturelle et un truc en mode, voici la voie à suivre. Il faut pas faire d'études de littérature. Faut être très carré, mathématicien. Voilà, il faut... Des chiffres. Voilà, c'est ça. À la base, c'est un prof de physique-chimie. Ouais. D'université, que moi j'ai toujours découvert, comment dire ça, directeur d'école. Donc toute ma vie jusqu'aujourd'hui, en fait, mon père est toujours directeur d'école, il a dirigé Polytechnique, tout. Très bien. Donc dans un monde intellectuel. Voilà. Donc du coup, tu peux pas, avec lui, il faut être carré, jamais. Donc en fait, ma passion pour la musique est très mal vue par lui. Ouais. En fait, on oppose vraiment ce côté d'un amour pour les sciences et pour le concret et pour les chiffres à ta potentielle vie de mélomane, puisque c'est ce que tu vas devenir après. Donc cet héritage de la musique, il vient d'où? Si c'est pas de ton papa. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, je crois que je me tourne vers la musique à 12-13 ans. Il y a des petits soucis dans la famille et tout. Et donc, du coup, c'est la musique, en fait, elle m'apporte beaucoup. Ça devient un peu mon repère, ma porte de sortie. Mon refuge. Mon refuge. Je lis parce qu'en vérité, ma première passion, c'est la lecture. Je lisais tellement qu'un jour, ça va te paraître trop bizarre aux gens. Mon père est venu un jour, il m'a retiré le livre de la main parce que je crois que c'est le journal d'Anne Frank. Il me disait, mais pourquoi tu passes ton temps à lire les livres tristes? Il m'a retiré évidemment en me disant, arrête de lire. Oui, tu faisais que ça. Éloigné. Okay. Et du coup, je suis passé par la musique. Ça m'a permis de m'évader, j'écoutais des chansons, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et du coup, je suis rentré dans ça petit à petit parce que ça me permettait de sortir de mon quotidien. Déjà par la littérature. Ouais. Avant la musique. Ouais. Tu parlais de magazines aussi. Ça, c'était dans ta vidéo où tu racontes. D'ailleurs, c'est un peu cette vidéo qui m'a aidé à construire cet échange-là où tu racontes ton parcours des cybercafés du Cameroun à YouTube.
J'aimais beaucoup cette vidéo et je me suis dit, tiens, déjà, avant même qu'on continue cet échange, qu'est-ce qui t'a poussé là à jouer le jeu avec moi aujourd'hui, de pouvoir te raconter? Parce que c'est vrai qu'à part cette vidéo, on t'a très peu vu, ne serait-ce que là, ce que tu viens de dire, le raconter, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais en fait, déjà, c'est parce que c'est toi. Franchement, je t'aime bien, tu le sais, j'ai vu tes vidéos sur YouTube, j'aime le fait que tu fasses du contenu et que tu sois vrai et sincère quand tu le fasses, et j'aime ça. Et aussi parce que c'est vrai que je suis pas très à l'aise, mais ça c'est personnel, avec l'idée de me raconter, parce que je pense que j'ai une barrière entre les gens. Je préfère qu'on ait l'idée du chroniqueur parfois un peu dur, parfois un peu piquant. Oui. Mais j'aime bien ça. Donc t'as la conscience, c'est bien, ça terrasse, ça balise l'échange. Mais c'est vrai, je sais Oui. que j'ai ce que t'es, voilà. J'aime bien cette image parce que voilà, ça te protège un peu et qu'au final, les années passent et ça m'inquiète aussi. Je reste un petit garçon juste passionné par la musique, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu veux qu'on retienne au final et pas qu'on creuse plus que ça, en fait. Peut-être que c'était ça au départ. C'était genre, je fais du contenu et voilà. Et aussi parce que on va peut-être en parler plus tard, mais tu vois, je pensais pas qu'un jour je ferais une vidéo sur YouTube et que 100 000 personnes la regarderaient, par exemple, tu vois. Ça a été peut-être aussi quelque chose, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et il faut aussi se rappeler que ma chaîne YouTube explose beaucoup pendant le confinement. Oui. Les gens regardent beaucoup mes vidéos pendant le confinement. Et tu sais quoi, c'est drôle parce que c'est après coup que je m'en rends compte. Parce qu'on me dit ça, je me dis ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le confinement, on ne sort pas. Ouais. Et je crois que ce n'est que l'an dernier qu'en sortant dans la rue, je me suis rendu compte que les gens me reconnaissent beaucoup. Genre, en venant ici, les gens me reconnaissent. Et à chaque fois, je me dis, c'est bizarre, en fait. Parce que, au final, pour moi, pendant le confinement, c'était comme un jeu. Donc, tu vois 200 000 vues, tu te dis, ouais, c'est pas grave. Vas-y, une autre vidéo. N'oubliez pas le Tipeee! N'oubliez pas le Tipeee! Tu te dis, ah, vas-y, on va parler du Tipeee, mais tu te dis pas que c'est 200 000 personnes qui te regardent. Ouais. Ça a été... Et puis, finalement... avec lequel tu crées un lien aussi. Exactement. C'est ça. Je pense que... Et j'en parlais avec Toku aussi, tu vois, qui maintenant est moins sur Internet, mais je lui disais à quel moment tu t'es rendu compte en sortant dehors que t'étais rentré dans le foyer des gens finalement, tu vois. Elle avait un recul de fou là-dessus où elle disait, en fait, non, moi, je ne regarde pas. C'est peut-être un peu vertigineux finalement de se rendre compte que à ce moment-là, au moment où on est le plus éloignés les uns des autres, c'est là où on s'est le plus rapproché de ce que tu fais. Bon, après, Toku, c'est quand même une autre ampleur. Je pense que Toku, c'est... toute proportion gardée. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce petit shift-là, c'est vrai que moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que pour moi, c'était une création de contenu banal. Du coup, j'avais des gens qui, peut-être, regardaient mon contenu. Je me suis dit, ça leur convient, en fait. Ils ont pas forcément besoin de savoir... Plus que ça. Voilà, c'est ça. Je veux revenir sur le côté héritage. C'est-à-dire ce qu'on t'a légué en héritage d'un point de vue culturel, musical. Si ça part pas de papa, parce que papa est très matheux, d'où ça vient, qui t'a transmis des disques de chevet, comment tu te mets là-dedans, quoi? Je crois qu'il y a quelque chose qui vient de maman. C'est-à-dire que un petit truc, elle a déjà ce truc où elle écoute, mais c'est pas en mode, elle est pas en mode, voilà, écoute Whitney Houston comme toutes les mamans écoutaient Whitney Houston, mais c'est vrai qu'elle a ce truc, elle a ses disques. Elle a aussi Michel Sardou, dont je connais parfaitement la carrière, alors que, tu vois, je connais très bien la carrière de Michel Sardou parce que j'ai chanté Michel Sardou à tous les Noëls de ma vie. Mais, parce que ma mère adorait Michel Sardou. Mais tu vois, c'est pas non plus le gars dont je pars sur YouTube. Ouais. Parce que je veux dire, ça faisait partie des personnalités importantes. Mais en fait, quand je commence à me passionner par la musique, j'ai une amie qui s'appelle Nabila à l'époque et elle a un grand frère. Et un jour, je vais chez Nabila et je me rends compte quand on est dans sa chambre que dans la chambre de son grand frère, on est de tout petit, il y a un mur pavé de CD. Ok. Et je suis impressionné, je me dis c'est un truc de ouf. Il a plein de CD, plein de posters et tout. Et en fait, je vais devenir l'ami de Nabila. Mais vraiment ami. Pourquoi? Parce que quand j'allais au 9e, en fait, je pouvais aller chez elle et aller voir la collection. Voilà. Et des fois, donc, du coup, son grand frère qui s'appelait Khaled, je leur fais un coucou d'ailleurs s'il me voit. SOAE. C'est eux qui ont démarré le... Et en fait, des fois, il me prêtait des CD. Il me prêtait des CD de Master P, des trucs à la con même. N'importe quoi, il me disait, ouais, tu veux écouter ça, écoute et tout. Comment tu choisissais? Est-ce que c'était par rapport à la pochette? La pochette. Rien que tu sais, le fait qu'ils me disent, et le fait qu'ils me donnent. Parce que tu vois, pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, le fait qu'ils me donnent aussi, je me disais, waouh, je vais écouter ça donc j'avais mon... Je dis ça parce que Cosmo aussi, qu'il a gardé aujourd'hui une achat compulsif de CD de vinyle et on parlait de cette époque-là où il allait chercher des vinyles. J'en ai parlé aussi avec Fif Tobossi ici. Il disait des fois c'était juste à la pochette, tu vois, l'esthétisme de ce qui se dégageait et hop, j'attrape. Oui. Donc Master P par exemple. Oui, Master P. Alors que tu sais, je comprenais rien à ce qu'il rappait. Voilà. Ouais. Juste parce que la pochette était avec des billets de dollars et tout. Vas-y, il a l'air riche et frère. Peut-être que je serai comme lui un jour. Vas-y, donne-moi ça. T'es très petit là à ce moment-là. Ouais, très jeune. Okay. Et donc du coup, j'enchaîne comme ça et il va me donner des albums et donc je vais commencer à me passionner plus pour les mélodies. Ouais. Je me rappelle d'un jour, ma cousine me dit on regarde un clip. Bon, je veux dire, le R. Kelly, on regarde un clip d'R. Kelly. Oui, dis-le. Bien sûr. Parce qu'on regarde un clip d'R. Kelly à la télé, elle me dit,
ah, tu sais que là, il parle de sujets vraiment profonds de la vie et tout. Je dis, ah ouais? Allez, je vais chercher ce dont il parle et tout. Et alors qu'en vrai, il parlait pas du tout de ça. Mais tu vois, le fait que... Est-ce qu'on a envie de savoir de quoi il parlait? mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est The World Greatest, tu vois. Ah oui, ça va. On est bon. C'était pas sur... Mais elle me dit, tu vois, c'est vraiment un signe d'encouragement et tout. Je me dis, ah, je vais essayer de savoir. Donc, en fait, il dit des choses intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Tout simplement avant d'aller à l'école. Donc, en fait, c'est cette partie-là qui va me pousser à aller vers les albums de petit à petit. Et de consommer. Ouais. Parce que là, pour moi, le premier truc très important et qu'on partage, toi et moi, c'est la consommation intense de musique. Comme on est d'une génération, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé ton âge. 32, 33. Enchanté. On fait partie de ces générations qui ont commencé avec les CD et que tu parles à un jeune de 20 ans aujourd'hui qui va lui consommer sur sa plateforme de streaming, la passion pour la musique, elle commence par la consommation. Mais quand est-ce que tu passes de consommateur de musique intense à j'écris sur la musique? C'est bizarre parce que c'est en, je sais plus, je crois 2005, 2006, je sais plus, je crée un Skyblog parce qu'à l'époque, les Skyblogs sont super populaires. Moi aussi, j'avais un Skyblog. À l'époque, tout le monde parle de musique sur les, je m'inscris d'abord sur les forums. Mm-hmm. Je crée sur des forums comme R&B, Only Groove, ouais, tout. Ouais. Je suis à fond sur les forums et je me rends compte que sur les forums, les gens parlent de musique et moi, je veux donner mon avis sur les musiques. C'est ça, en fait, que je veux savoir. Pourquoi t'as eu envie de donner ton avis sur la musique? Mais parce qu'en fait, j'étais sur les forums et que je voyais des gens débattre de musique et je sais pas pourquoi, je pensais que j'avais des vérités, des choses à dire. Ouais. C'était bête, en fait, parce que bon, voilà, mais je me suis dit, j'ai des choses à dire et tout, donc je crée un blog et je commence donc à faire des chroniques d'albums sur les blogs. C'est drôle parce que j'ai fait une vidéo sur Nivea en fin 2022, là. Ouais. Et je suis tombé sur mon premier article de blog, c'est une chronique de l'album Complicated de Nivea. Oui. Et c'est très drôle parce qu'en fait, j'ai relu et j'ai dit, ouais, un titre mid-tempo, R&B, pop, j'ai détaillé tout. Et d'où ça vient, cette envie de décrypter un peu avec du vocabulaire élaboré? Je crois que ça vient de la littérature. J'ai commencé par l'amour de la littérature. Ouais. Je me suis retrouvé dans la musique et en fait, finalement, décrypter la musique et l'écrire, c'était un moyen de mélanger un peu les deux. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte comme ça. Fallait que ce soit quand même beau à lire, et qu'il y ait une forme d'esthétisme et de précision. Peut-être au-delà du bon, il fallait qu'il y ait du fond, que ça signifie quelque chose. Voilà. J'ai souvent été obsédé par cette phrase. Faut que ça signifie quelque chose. Donc, du coup, tu l'écris, tu le rédiges, tu racontes l'album, tu le décris, tu essaies de savoir pourquoi ça marche. Et après, en 2005, il y a Janet Jackson qui flop. C'était quel album? Damita Joe. Ah, Damita Joe. Après le Super Bowl. Quand ça se passe, je veux savoir pourquoi ça marche pas. Ah. Intéressant. Je veux comprendre pourquoi ça n'a pas vendu. Et moi, je suis au Cameroun. Il faut que les gens sachent que je suis au Cameroun. À l'époque, je suis pas en France. Je vais au cybercafé pour comprendre. Je dois savoir pourquoi ça marche pas. Ça m'obsède. Et ce que je décide donc de faire, c'est d'aller sur les forums, comprendre. Mais elle a envoyé telle chanson radio, ça a pas fonctionné et tout. Et c'est donc là que j'essaie de comprendre comment fonctionne le système américain. Billboard, Mediabase. Je crée des comptes et tout. J'appelle des radios américaines. Donc Billboard, pour qu'on explique quand même au cas où Billboard qui est l'outil ou l'outil de l'institution, de décryptage, de classement, de charte américaine. Des comprendre que Billboard, en gros, c'est le Hot 100 américain. En gros, ils comptabilisent les chiffres, mais c'est pas juste les chiffres. C'est un espèce de mélange entre diffusion radio, vente d'albums et en plus maintenant le téléchargement et le streaming. Mais à l'époque, c'était vraiment un ratio entre la radio et la radio. Sauf que, je me disais, mais c'est bizarre. Quand t'as vendu beaucoup comme ça, pourquoi d'un coup tu flops? Et je crois que Damita Joe, du coup, cette ère-là, m'a instruit. Parce qu'au-delà du fait que Jackson flop, je comprends comment ça marche, en fait. Je comprends qu'en fait, elle a envoyé ça en radio. Les radios n'ont pas joué parce que, bon, du coup, elle est boycottée. C'est ton cas d'école. Voilà. Tu sais, tu disais, donc j'essayais à la fois de mixer cet amour de la musique, mon côté mélomane, avec mes appétences en écriture. Est-ce qu'il y avait des magazines que tu lisais ou des journalistes dont tu trouvais qu'ils écrivaient bien? J'ai regardé R&B magazine, le R&B magazine qui était français. Il y avait le Mad. Mais j'ai lu quasiment tous les magazines de l'époque, là, en fait. Je me rappelle d'ailleurs d'une chronique de Rap Mag, je crois, de Sindanou. Oui. De BET. Je me rappelle d'une interview de lui qui était hyper intéressante parce que je crois qu'il interviewe Wallen. Mm-hmm. Il demande à plein d'artistes. Il demande justement à Wallen, qu'est-ce que tu penses des tragédies? Et elle dit, les tragédies, c'est une tragédie. Et je me rappelle de ça parce que j'ai encore la photo de l'article et tout. Je me dis, la phrase est trop forte. Mais ouais, je lisais tout à l'époque. Tragédie, on mettra une contexte pour que les gens se rappellent, mais c'était un sujet tellement, ça avait divisé. Mais bon, oui, je lisais tout ça et ça m'a nourri, effectivement, pour pouvoir écrire. Mais l'un des magazines que j'ai aussi beaucoup lu, mais ça c'est venu un peu plus tard, c'est le Rolling Stone. C'est intéressant pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Mais d'ailleurs, je comprends
toujours assez peu. Tu sais, des fois, tu tombes sur un magazine comme le Rolling Stone ou comme les Arocs. Ouais. Et tu vois, surtout à l'époque, tu vois 6 pages sur un album. Ouais. Moi, j'avais jamais vu ça dans le R&B. Je voyais pas quelqu'un qui décryptait 6 pages d'un album. Mais pas de l'artiste. Il parle des albums. Il décrypte la musique. Ouais. Et en fait, mon blog était construit sur l'inverse. Mon blog était de se dire, en fait, je vais apprendre plein de choses en lisant tous ces magazines mainstream. Parce qu'en vérité, là, on parle de R&B et de hip-hop, mais à une époque de ma vie, je fus un espèce de malade. J'écoutais absolument tout. J'écoutais, si Jennifer sortait un album, j'écoutais, Christophe Willem, tout ce que je pouvais. Tout. Olivia Ruiz, La Femme j'écoutais tout. Et j'avais des carnets de notes. Je faisais des trucs de savoir ce que je devais dire de chacun, tout. Donc, t'as quel âge à ce moment-là quand t'as ce truc de... 17-18 ans. Waouh, ok. J'ai des carnets de notes où je notais tout ce que je devais faire et tout. Parce que je me disais, je vais inverser le truc. Je veux avoir une grosse culture sur la variété, la pop et le rock. Et mais malgré tout, mon prisme, ce sera toujours la musique R&B hip-hop. Comme si tu voulais dupliquer, de la même manière qu'eux font le traitement et la mise en avant de ces œuvres-là, essayer de le faire avec la musique que toi t'écoutes. Mais je pense que d'ailleurs, quand on voit mes vidéos ou même mes articles, en vérité, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que je pars toujours du principe que, si la pop c'est ça, pourquoi est-ce que c'est pas le hip-hop et la pop? Et du coup, on repart dans l'autre sens. Et ça a été toujours ça, en fait. Et ça m'a tellement poussé que, du coup, j'ai passé des années à repartir sur ça. Et ça a été la graine qui a progressivement fait que quand je suis arrivé en France, je faisais des études, certes, mais je voulais travailler en label. Tu voulais travailler en label. Je voulais absolument travailler en label. Plein d'informations là qui me fusent au cerveau. Je vais essayer de faire un tri. Déjà, la première chose, c'est sur ce que tu viens de dire que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu tous notre mécanisme. Chez Camino, chez Grunt, j'ai parlé avec le cofondateur de chez Grunt, Jean Morel, qui lui expliquait à ta place que son réflexe pour créer Grunt, c'était de dire, nous allons contre-proposer face à des médias qui soit ne nous représentent pas forcément ou sont vieillissants, ou en tout cas, si eux sont capables de commenter cette musique et pas la nôtre, on va le faire. Chez Camino, c'est juste, on aime des choses, on va en parler. Si en face, on n'est pas forcément satisfait de comment c'est fait, faisons-le. Et toi, d'une autre manière, à ta façon, tu as comme, moi j'appelle ça la matrice de Néo, tu vois, tu prends le câble, t'as tout écouté, tout lu, et tu t'es dit, mais ça n'existe pas sur les artistes que j'aime ou sur le genre de musique que j'aime, et je le reproduis. Et on a tous un peu ce point commun là, je trouve, dans les créateurs de contenu ou ceux qui ont fondé des médias, de pas forcément contre-proposer, mais être dans cette altérité, en fait. C'est-à-dire, là, il n'y a pas, je crée une autre alternative, je crée une autre réalité, je crée un autre sphère. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as réfléchi, mais je trouve ça extrêmement intéressant. En fait, c'était pas réfléchi pour que ça devienne un truc de ouf, mais c'était comme ça que c'était pensé. C'est-à-dire que je me rappelle que ils faisaient les Arocs faisaient, je crois qu'ils le font toujours d'ailleurs, certaines chroniques sur certains chanteurs de R&B, et je crois qu'ils avaient fait une fois Gino Wine, Pony. Ouais. Ils avaient mis ça Plaisir coupable. Et je trouvais ça tellement... En fait, je me disais, mais Pony, c'est un classique de ouf, c'est incroyable. Produit par Timbaland. Oui, et ce que ça apporte à ce moment-là sur la scène R&B et hip-hop est incroyable. C'est un son frais, revenu de Jodeci, ça change la vie. Et tu vois, la manière dont le journaliste... Je me rappelle plus comment il s'appelle, donc tu pouvais lire les chroniques sur les Arocs en parle, là il se dit c'est bien mais c'est plaisir coupable quoi. C'est les chanteurs de R&B qui suintent beaucoup et tout. C'est presque pas légitime. Voilà. J'écoute ça mais c'est un morceau que j'ai un peu honte. Nos morceaux de la honte. C'est quand même triste. Mais après, je ne leur en peux pas parce que finalement moi je pense à un truc. Moi je pense que en les lisant, je comprends que finalement tu défends ce que tu veux défendre. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu es dans une espèce de défense de ce qui te passionne, de ce que tu veux être, et que c'est pas à moi de te dire par exemple je veux que tu me représentes. C'était à moi du coup de dire ok, je vais pas manquer de respect aux Beatles ou quoi que ce soit, vu que je reconnais qu'ils ont apporté des choses. Johnny Mitchell, écrivain incroyable. Tu vois, en lisant et en décryptant, tu apprends forcément des choses. Donc du coup, ils m'ont appris beaucoup. Mais de l'autre côté, je me suis dit moi j'aime quand même les runs, les vibes, tout ça là, je kiffe. Et donc du coup, je vais passer mes journées aussi à vous expliquer en quoi c'est génial. Donc ça c'était la première chose. Ensuite, je me demandais si avec tout cet héritage-là et cet accès à la culture que tu as pu avoir, tu te considérais comme étant privilégié. Au Cameroun? Ouais. Oui, quand même. Parce que, j'étais quand même un enfant de plutôt bonne famille, tu vois, clairement, j'étais privilégié dans ce sens-là. Le fait déjà de pouvoir même, tu sais, passer ses soirées à écouter de la musique, c'est un privilège. Alors, dans mon cas aussi, il y avait une espèce d'échappatoire à certaines choses que je vivais de façon personnelle. Donc, du coup,
c'était comment dire ça, Un refuge. Voilà, un refuge. Mais par rapport aux autres enfants, je pense que c'était un privilège de pouvoir avoir autant un accès à la culture. Dès le Cameroun, j'ai eu le Skyblock qui a commencé à marcher, tu vois. Ouais. J'étais juste tombé sur Emeric de Skyrock qui m'avait dit, bah moi je lisais ton blog et c'était très drôle parce que j'avais fait mon premier blog et une fois je m'étais retrouvé, tu sais, Skyblock faisait des top 10. Oui. Et un jour, depuis le Cameroun, j'étais retrouvé dans le top 10 de Skyblock. Je sais plus trop qu'est-ce que j'avais fait. J'étais tellement content. Et Eric m'avait dit, mais oui, je connais parce que je lisais à l'époque. Et tu vois, quand tu commences à avoir ça, je te dis, C'était une forme déjà de reconnaissance. De reconnaissance. Et tout mon truc, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu les petits trucs de, moi ça me va. Parce que moi, en vrai, je kiffe déjà ce que je fais. Donc le petit là, c'était trop cool. Ne serait-ce que des gens qui sont passionnés comme toi reconnaissent son travail, c'était déjà... C'est génial. C'était déjà suffisant. Vu que donc on disait bien encadré, bien élevé, censé aller vers des études. Là, comme on a parlé de papa au début, je me dis ça devait être quoi l'objectif en termes d'études? Bah mon père à la base. Bac S. Oui, bac S, doctorat en mathématiques ou en physique. En fait, mon père me voit comme lui. Je crois d'ailleurs que physiquement on se ressemble un peu. Et du coup, je crois que dans son cerveau, bah en fait, c'est moi, c'est lui. Oui, quoi. oui. Donc du coup, quand je fais quelque chose qui est pas dans son cerveau, notamment, bon maintenant c'est bon, avec le temps ça a passé. Mais notamment dans ces années-là, c'était incroyable. Il fallait que je fasse un bac S, que j'ai un doctorat, que je sois prof, ou alors que je fasse des TIC, que j'aille à Moscou. C'est quoi des TIC? Technique de l'information et de la communication. Okay. Le chemin était tracé pour lui. Oui. Et du coup, quel chemin t'as emprunté? J'ai fait un bac ES. Ça a été un compromis difficile. C'était très, très difficile. J'ai une conversation célèbre de moi qui vais parler à ma prof principale et qui raconte à ma prof principale qu'il faut le convaincre que je fasse ES et ma prof nous reçoit et tout. Et et déjà, mon père, il est saoulé parce qu'il se dit, ouais, j'arrive là-bas, une prof va venir me parler. Moi, je suis directeur d'école, elle va me parler de quoi? Bref, il s'assoit et tout. Et la prof, il dit, ouais, vous savez, ici, on a différentes options et tout. ES, c'était pourquoi on explique? Parce que, en vrai, c'est une très bonne section. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est général, c'est une bonne section. De toute façon, toutes les sections, en vrai, à l'école, on nous met une sorte de, je prends le temps de faire ma minute en colère contre le ministère de l'Éducation nationale. Mais, en vrai, je sais pas si c'était comme ça, en tout cas, si tu l'as vu comme ça au Cameroun ou même en France. Bah, j'étais dans un lycée français, j'étais à Fustel. Donc, en fait, on a le même programme. Donc, il y avait cette musique, t'as entendu cette musique de, en gros, général, c'est cool. Et puis, des sections technologiques, c'est un peu moins cool, etc. Puis après, quand t'es dans la section générale, S, c'est la voix reine. Puis ES, puis L, alors L, c'est les, voilà. Cette narrative. Tu vas jamais travailler ta vie. Exactement. Les chômeurs, les futurs chômeurs. Les L, c'est les futurs chômeurs. Donc, cette narrative-là, on a grandi, en tout cas, notre génération, je sais que c'était un peu ça. Donc, quand on est un enfant d'un matheux, d'un scientifique. Il a dit quelque chose qui va lui valoir une chose dans les commentaires. Il a dit à la dame, mon fils ne sera ni fleuriste ni assistance sociale. Tu vois, en fait, je t'ai dit ça parce que tu vois à quel point il était matrixé sur le fait que je sois... Oui. Lui, dans son cerveau, il y avait que S. On est réussi à le convaincre que je fasse ES, c'était déjà difficile. Après, quand je suis arrivé ici, je suis allé à Nanterre. J'ai fait une licence en économie. Que j'aimais pas, mais bon, je l'ai faite quand même. Allé au bout. Je suis allé au bout. Ensuite, j'ai du coup décidé de faire des études de journalisme. Ok. Ah, mais donc t'es un vrai journaliste. Bah ouais. C'est rare que j'en rencontre, donc du coup, je suis contente. Carte de presse et tout? Non, bah j'ai pas ma carte de presse. Mais t'as fait une école? J'ai fait tous les de master. Je suis allé IPC de Paris, là. C'est pas celle qui est en face de Tolbiac? Oh, bah oui. Ah là là, alors je suis obligé de... Ça veut dire que, parce qu'on a le même âge aussi, ça veut dire que moi j'étais à la fac de Tolbiac en face de toi, avec les chômeurs là, avec ceux qui fument des cigarettes roulées, pendant que toi t'étais en école de journalisme juste à côté, parce que moi j'étais à la fac de Tolbiac. Ah putain, je savais pas. Ah ouais. Bah c'est celle-là, bah oui, je vois très bien, et je voyais l'école de journalisme, et j'étais là en train de me dire peut-être que c'est là-bas que j'aurais dû aller, mais moi ma mère journalisme, ma mère c'était pas possible non plus. Ça a été très dur, ça a été très très difficile. C'est au bout de je crois que en vérité je crois que il m'a laissé faire ça parce qu'il avait abandonné. OK. C'est dit ouais, il va rater sa vie. C'est bon. C'est décidé, il va aller là-bas et voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un master et c'est dans ce master vraiment que j'étais à Paris, donc du coup j'ai continué Music Feelings. Je faisais des interviews d'artistes. Les gens ils savent pas ça. Les gens ils ont l'impression que bah ouais, moi c'est cool qu'on en parle parce que moi j'ai que le blog. Même Music Class j'ai pas connu. Oui, tu vois. Moi c'est vraiment Music Feeling, le blog que j'ai commencé à lire un peu, puis j'ai fait même le mien à côté, mais je savais pas que t'avais interviewé mais beaucoup d'artistes. Quand je suis arrivé, j'étais trop content.
Maintenant, j'allais à tous les concerts, voilà, je faisais tout ce qui se passait à Paris, j'essayais d'aller voir, machin. Et donc, c'était vraiment génial parce que là, je pouvais vivre ma passion pour la culture. En plus, à l'époque aussi, je lisais, j'écrivais aussi des nouvelles, je faisais des trucs de ouf. Voilà, c'est à partir de là que je peux vraiment m'ancrer dans tout ça. Études de journalisme, mais avec une envie de travailler en maison de disque quand t'arrives à Paris? Bah, c'est ma contradiction. Mais c'est une fausse contradiction. C'était une manière de me dire, de toute façon, je finirai ma vie en écrivant quelque part. Je finirai ma vie en écrivant. La musique, c'est pas forcément un domaine serein. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, je mise sur moi-même. Je vais écrire. Mais ça veut pas dire que je vais pas travailler dans la musique, que je commence à démarcher plein de trucs pour pouvoir travailler. J'envoie des mails. Je suis à fond pour pouvoir travailler en maison de disque. En maison de disque. Tu visais quoi comme sorte de DA. poste? Je voulais absolument être DA. Dans ma tête, c'était trop clair. Je voulais dire à un artiste, vas-y, construisons le projet. Voici les influences. Le marché, ça se passe comme ça. C'était mon truc dans ma tête. Je faisais des fiches de lecture. Ok. On était là-dedans. Moi, c'est super intéressant parce que du coup, on parle d'à la fois, toi, ton envie, d'un point de vue move, tu vas à l'école, et tu dis l'école de journalisme, donc du coup, le décryptage de la musique, parler de la musique, potentiellement créer du contenu, écrire, en tout cas, c'est peut-être pas créer du contenu à l'époque, on dit pas ça. En tout cas, notre génération ne disait pas encore ces termes-là. Non. Mais c'est plus le commentaire, être un commentateur. Non, mais avec cette envie féroce, on envoyait des CV à toutes les majors de Paris pour potentiellement avoir toucher à la DA ou A&R, je sais pas, mais en tout cas, c'est ces choses-là. Souvent, on oppose aujourd'hui ces choses-là, c'est deux métiers différents, mais moi je comprends que ça se soit passé comme ça dans ta tête parce que moi aussi, il y avait à la fois ce truc de la musique, c'est deux options. Soit tu en parles, soit tu aides à la faire. On avait que ces choses-là. Le côté vivre du commentaire, non, ça existait pas. Non. Et c'est pour ça, je pense que c'est pas vraiment une contradiction, tu vois. C'est que pour nous, ça se présentait. C'était deux fois, en fait. C'est ça. Tu postules où et où est-ce que ça mord la première fois pour toi? Quelle maison de disques te répond et te dit allez, let's go? J'ai une idée de fou. Je prends un vinyle, des vrais vinyles, je le sors et je prends un vrai truc un tableau comme celui-là. Ouais. Je le mets dans le vinyle. Je fais un vrai CV avec le vinyle. Derrière le vinyle, je mets une plaque de verre et c'est ma lettre de motivation. Comme un tableau. Ça, c'est pas de la détermination. Quand tu reçois le truc, t'as le vinyle. Au milieu, t'as mon nom, t'as mon numéro de téléphone et tout. J'envoie à, je crois, 9 labels et une télé. Je reste chez moi, je me dis... On va te répondre. On va me répondre. Et personne ne m'a jamais répondu. J'étais dégoûté. Et du coup, là, vu que je finis mon école de journalisme, c'est la guerre avec mon père. Ouais. C'est foutu. Toi, et m'appelle plus jamais de ta vie, t'as raté ta vie. Donc, on se bat beaucoup. Mais après, il faut bien comprendre que l'autre truc où je suis vraiment privilégié, c'est que je travaille pas. Je vis à pas de job alimentaire à côté. Je suis nourri par lui depuis le Cameroun. Donc, en fait, c'est aussi ça. Et c'est aussi ça où on retrouve mon privilège. C'est-à-dire que je peux me plaindre de ceci, cela, de pas avoir, mais en vrai, tout le temps que je passe le temps libre que j'ai à pouvoir décrypter les albums, c'est parce qu'en fait, lui, il me paye ça, en fait, tu vois. C'est donc, ça. Du coup, moi, je suis très content que tu sois honnête là-dessus. Moi, je le dis souvent au sujet de ma mère aussi. Dans les périodes où je savais pas quoi faire, mais que par contre, j'avais une énergie féroce à aller à tel concert, à écrire sur mon blog. Je dis souvent, et je lui dis encore aujourd'hui, qu'elle a financé ma passion pendant des années. Si là, je suis là aujourd'hui et que j'ai le luxe de parler de rap, c'est parce que pendant des années, ma mère à ses moyens, à son échelle, a financé ma passion. Donc, c'était un peu ça aussi dont je voulais parler, c'est-à-dire, à quoi ressemble ta vie? C'est-à-dire, t'es à l'école se termine, est-ce que t'as un job? Qu'est-ce que tu fais? Et comment ça se passe au niveau financier? Tu vis où? Il y a pas de job. Je quitte mon parce qu'en plus, j'adore comment tu dis ça. Il y a zéro. Je t'explique, il y a pas de job et je suis tellement broke que je quitte mon petit appartement parce que mon père me fait un moment, il me dit, si tu trouves pas de job dans 6 mois, ce que je vais te faire, c'est simple. Non. Mon père est plus vicieux que ça. Il dit, chaque mois, je vais retirer une partie jusqu'à ce que tu auras zéro. Ah, il diminuait. Par rapport à ce qu'il pouvait te donner par mois, il diminuait. Chaque mois, je retire. Pour voir ta déchéance mensuellement. Tu vois ta chute. Waouh! Donc, tu te débrouilles, mais voilà comment ça se passe, ta vie. Et comment ça se passe quand t'arrives à 0 € du coup? Justement, j'arrive pas à 0 €. Un pote me trouve un job en label. Ok. Et en fait, c'est un ami, et c'est encore une histoire drôle, c'est que pendant que j'étais sur les forums au début, je tombe sur un gars, et on s'entend super bien, on parle de R&B tout le temps.
ça devient mon pote. On part sur MSN, on s'envoie toutes les sorties, tu sais, les téléchargements illégaux, Casa et tout. Ouais. On fait, voilà, voilà, c'est ça. C'est notre vie, ça. Et lui, il est à Paris, moi, je suis au Cameroun. Okay. Quand j'arrive, on se voit, des fois, on mange et tout. Et là, du coup, il trouve un job. Il me recrute. Pour quel poste? Bah, je suis social media manager. Je m'occupe de la stratégie digital de tous les artistes. Et le label, c'était? Je vais pas te dire. Il va pas nous dire! Non, je vais te dire, mais en fait, parce que peut-être que j'en parle avec lui, mais entre autres, je travaille pour plusieurs artistes. Et ce qui est bien, c'est que c'est un label indépendant qui a 3 artistes qui marchent super bien. Pas d'indice, là. Tu veux pas nous dire quels sont les artistes? Juste avec qui tu travaillais? Non, pas forcément, ça veut pas dire que c'est tes meilleurs potes, ça veut pas dire que machin, juste qu'on se fasse une idée. En plus, si tu me dis qu'il marche super bien. Non, qui marchait bien à l'époque. À l'époque. Bon, une des artistes, c'est par exemple Imani. Ok. Bon, à l'époque, Imani marchait très très bien. Donc, je travaillais notamment pour elle. Imani, la mannequin d'origine comorienne. Ah, voilà, tu as très bien. Qui avait été mannequin un peu à New York. Bah oui, et qui est revenu. Oui, bien sûr. C'est très bien, moi je suis très fier, on parle d'une artiste comorienne. Tu vois, non, bah oui. De quelle contente. Imani, par exemple. C'est d'ailleurs très drôle parce que Imani a une oreille particulière. Ouais, une voix particulière. Non, déjà, voix, c'est sûr, mais l'oreille particulière aussi. C'est-à-dire que, tu vois, quand on parlait par exemple de R&B et tout, quand tu parles de musique avec quelqu'un, je pense que tu dois le faire comme moi, très rapidement, tu sais à peu près quelles sont les sensibilités des gens à ce qu'ils te disent aux références. Et Imani, très souvent, quand tu parlais avec elle, de R&B, elle a beaucoup une approche distante, par exemple, de ce que peut être Destiny Child. Ça veut pas dire qu'elle aime pas, mais elle est distante. Oui. Mais elle va te parler des Escape. Parce qu'en fait, tu vois, les trucs un peu rugueux, un peu parallèles, là. Oui, dès lors que oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Moi, dès que les premières fois où j'arrive ici et que chacun me parle de ce qu'il aime ou des morceaux qu'il me partage, tu profiles. Oui, ouais. Et ça me permet de savoir un peu ce que je peux lui faire écouter ou ce que je peux lui partager. Et c'est vrai que Escape, c'est pas Destiny. Tu vois, elle a ce genre de truc. Et bon, c'est super intéressant de travailler avec tous ces artistes de tout ce label-là, d'ailleurs. Donc, du coup, je bosse avec eux. Et ça se passe plutôt bien. Franchement, j'apprends pendant 1 an et tout. Sauf qu'à la fin de 1 an, je crois que j'avais un CDD, je crois, un truc comme ça. Et mon contrat se termine. C'est un endroit où, du coup, ce label-là, et j'ai l'impression qu'il y en a eu d'autres, peut-être qu'il y en a eu d'autres, en tout cas, où tu peux aller mettre le nez, les oreilles un peu partout, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des fenêtres pour pouvoir partager tes idées, imposer ta vision? Oui. Franchement, chez eux, oui. Alors, des fois, même, ça a été drôle parce que des fois, j'étais un peu pas en fight, mais en contradiction avec le patron du label. Mais ce qui était bien, c'est que, quand même, ça te permettait d'être à l'écoute. Ils étaient à l'écoute de ce que tu disais. C'est-à-dire que, je pense que malgré tout, il y avait un certain, voilà, c'est toujours particulier, mais il y avait quand même un peu de respect par rapport à ce qu'on te disait, ce qu'on faisait après. Bon, moi, j'étais pas censé changer leur DA. Et ce qui était aussi super intéressant, c'est qu'eux, ils savaient ce qu'ils vendaient, ce qu'ils faisaient. Mais tu t'es pris de passion par ce truc-là et tu voyais ce qui était possible, des potentiels de... Ouais. Et quand je sors de là, je suis sûr et certain que un jour, je ferai mon propre label, tout. Ouais, donc c'est des expériences que t'as pris où t'as eu l'impression d'avoir un peu de place quand même pour proposer tes idées. Juste, c'était la fin du contrat, et il fallait trouver une porte de sortie. Une porte de sortie. Et je ne trouve pas la porte de sortie. Donc fin de CDD dans ce label où il y avait Imani. C'est l'indice, je les repose là, les Easter eggs. Et rien d'autre plus tard. Rien d'autre qui vient tout de suite après. Tout de suite après, rien ne vient. Après, je vais avoir 2 autres expériences dans 2 autres labels. Ok. Notamment un qui s'appelait No Format. Je leur fais un big up parce que eux, c'était un autre label totalement différent et j'étais tombé chez eux par hasard d'ailleurs. Pas du tout de musique mainstream. Et en gros, ils ont toute une identité visuelle pour tous leurs albums. Tu regarderas. En gros, les albums ont toute une identité visuelle et nous sommes pas encore à l'ère du streaming. Le streaming a commencé, mais on n'est pas encore à l'ère. Et ce qu'ils proposent, en gros, c'est que les gens s'abonnent au label. Ok. Et ensuite, chaque mois, tu reçois un album quand l'album sort. Très précurseur. Enfin, même si en vrai, on a des exemples maintenant, mais c'est encore, je trouve, très timide, moi, ça. Hein. Mais en fait, pour moi, je travaille avec eux, ils ont plein d'artistes, Balaké Sissoko, ils ont plein, Oumou Sangaré signe avec eux, du coup, ils ont plein d'artistes divers. Du coup, déjà, quand tu travailles avec eux, t'es obligé d'écouter. Donc, déjà, ça t'ouvre encore parce que moi, autant j'étais parti chez les Américains en rock, pop et tout, j'avais fait la variété française avec toutes les Natacha Saint-Pierre. Mais tout ce qui était world music. J'étais en mode waouh, mais là, t'es obligé d'écouter, de savoir ce que ça donne. De voir aussi que ces gens-là construisent une identité sonore et visuelle. C'est-à-dire que du coup, si tu as plein d'artistes, même s'ils sont dans la world music, ils sont différents, super différents, ils ont des univers différents. Oui. Donc, comment leur donner à eux leur identité, tout en gardant ton identité qui est celle que tu veux à tes artistes. Donc, super intéressante expérience. Ensuite, je travaille pour une autre major et après ça, je commence à me lancer
à mon compte. Je décide de faire... Là, ça, j'ignorais. Parce que tu sais pourquoi toutes ces questions-là, moi, elles sont importantes, puisque là, on parle beaucoup de cette période-là, maison de disques, etc., parce que on le sent dans tes contenus. Je l'ai pas dit en introduisant le sujet, mais on le sent dans tes contenus, on le sent quand tu parles de musique, et tu l'as dit. Mais pour ceux qui peut-être n'entendent pas, parce que c'est des fois, ça, tu t'insistes pas là-dessus non plus. On sent quand tu décryptes des choses qui se passent aujourd'hui dans la musique, que t'as une forme d'expérience, en maison de disque, et c'est cool qu'on puisse prendre le temps de voir un peu ce qui... Bah oui. Je crois que ce sera trop long, les gens ils vont se dire... Non, c'est jamais trop long. Si c'est intéressant, c'est jamais trop long. Et donc, du coup, t'arrives à aller piocher dans chacun de ces endroits des problématiques différentes, tu vois, tu parlais de nos formats, oui, c'est ça. Oui. C'est une autre problématique, je trouve, qui est différente du premier label. Et en fait, je me lance à mon compte, pourquoi? Parce que justement, autant dans les premiers labels indépendants, j'ai ma voix, autant quand j'arrive en major, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que je suis vraiment relégué au fait que prends ton verre d'eau et bois. À la limite. Et ça me frustre beaucoup parce que souvent, je me retrouve dans des réunions, je ne vise personne, c'est pas une attaque, mais genre, t'as des gens qui parlent tous de musique, qui sont censés parler de musique, personne n'a le background de l'artiste, dont on doit, tu vois. Et ça me frustre, parce que du coup, je me rappelle qu'il y a une réunion très bête, et je me rappelle qu'on parlait de faire la défense d'une chanteuse américaine, et je fais la réflexion sur Emery. Oui. Parce qu'il y avait un lien musical avec cette chanteuse-là. Et personne dans la salle ne savait qui était Emery. Et là, quand je rentre le soir, j'appelle mon pote, je lui dis, tu sais quoi? Je travaille avec des gens qui ne connaissent pas Emery. Et je lui dis, c'est pas parce que Emery est une star. C'est parce que quand j'ai dit que je connaissais Emery, je leur ai dit, je leur ai montré et tout. C'est pour faire le lien. Musical, bah, en fait, ils ont pas capté. Ça veut dire que pour eux, musicalement, en fait, en vrai, c'est un projet international, on s'en fout, on va pas se compliquer. Et je dis, moi, je peux pas vivre là. Je vais être frustré parce que je suis à la fois super proche de ce que je veux, et à la fois super éloigné. Donc, je peux pas faire ça. Donc, du coup, je prends le truc de me dire que je vais faire un truc en indépendant. Il me dit, t'es fou. Mais là, quand même, ce qu'il fait, ce qui est cool, c'est que chaque fois qu'il a un artiste, un rappeur ou un machin qui veut un truc indépendant, lui dit, j'ai mon pote, voilà, il peut t'aider, il a de bonnes idées et tout. Donc, du coup, je commence à travailler avec plein de petits artistes, les Necks Marrons, bon, je sais pas s'il va apprécier, mais à l'époque, Booba avait un peu bif avec Rof, il veut lancer un téléphone portable. C'était ce moment-là? C'est incroyable. Et du coup, je fais les réunions et tout pour lancer le téléphone portable et tout. Mais tu sais, à l'époque, il faut bien comprendre une chose. Je vis dans une colocation, j'ai plus d'argent. Les petits trucs que tu fais, des petits jobs par-ci par-là, ça te paye pas tout le temps. J'ai envie qu'on revienne un peu sur chaque cas de figure, parce que Necks Marrons, pour moi, c'est des OG. Donc, qu'est-ce que tu fais avec eux? De quoi t'as besoin? En fait, de quoi ils ont besoin? À l'époque, ils faisaient une espèce de comeback, on va dire ça comme ça. Ouais. En gros, il fallait les accompagner sur la stratégie marketing, savoir comment relancer les réseaux, ce genre de choses. Et en gros, c'était moi qui étais censé m'en charger. Et donc, t'es consultant, en fait. Oui, c'était du consulting, en fait, que j'avais commencé comme ça. Et on a commencé à le faire et tout. Et pendant plusieurs mois, d'ailleurs, on a préparé la stratégie. Après, eux, ils ont décidé d'eux-mêmes, je crois, de tempérer le projet ou vers la fin. Mais ça, j'ai appris avec le temps parce que j'ai fait ça sur... on va peut-être pas tout hésiter, mais j'ai travaillé avec plusieurs artistes. Et souvent, ça s'est passé, pas de ma faute, hein. Je pense même pas qu'on ait des griefs, mais je sais que pour beaucoup d'artistes d'une certaine époque, en France, il y a ce truc, et c'est vraiment pas une attaque, parce que je le comprends. C'est que tu vois, quand t'as été biberonné par une major, tous tes succès se sont faits, en fait, c'est comme si on t'a toujours tenu la main. Ouais. Et en fait, le moment où on te tient pas la main, c'est super dur mentalement de te repenser différemment. Ouais. Tu vois. J'ai beaucoup de respect, par exemple, pour Willy Denzel. Un jour, Willy Denzel m'appelle en 2017 et tout, il m'appelle et j'étais rien du tout. Enfin, Willy Denzel, c'est franchement gros respect pour lui. Il lisait mon blog. Il m'appelle, il me dit, ouais, je sors un album dans 2 semaines. Et j'arrive chez lui, on écoute des chansons. Il y a des chansons de fou. Grand chanteur, un grand technicien. Mais vraiment. Et il en a 200 chansons, tu vois. Ok. Il y a des chansons de fou, vraiment respect pour lui. Sauf qu'il va jamais les sortir. Tu vois. Mais je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Il t'invite parce qu'il veut... Il voulait les sortir. Ok. Et il t'invite parce que... Ouais, voilà. Parce il voulait qu'on va faire la stratégie ensemble. Il a besoin de conseils. On était même parti pour ça. On était censé faire des clips et tout. Et finalement, il sortira pas le projet de lui-même. Hein. C'est lui-même. Moi, je pense que c'est plus le côté où, tu vois, des fois, t'as vraiment envie que toutes les planètes soient alignées pour avoir le plus de succès possible. Je trouve ça super. Je suis assez d'accord avec ça. Et moi, pour continuer sur ce truc-là, tu disais, ouais, si on leur tient pas la main, c'est vrai que les années 2000, c'est quand même l'ère des majors dominantes où si tu deviens un artiste, si tu pètes en tant qu'artiste, c'est par le biais de ces majors-là. Et les années 10, toute cette décennie qu'on vient de vivre, c'est l'ère qui de la débrouillardise, de la reconstruction
de la déconstruction même de ces gros mammouths que sont les maisons de disques. Exactement. On va devoir trouver d'autres manières d'exister. Que ce soit les commentateurs, comme toi et moi, comme ici on est. C'est-à-dire qu'on a trouvé une autre alternative pour être des commentateurs sans passer par le prisme institutionnel. Ça va être les rappeurs indépendants. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu une inspiration parce que c'est via les alphas, l'entourage, etc. Parce qu'eux se disent, on nous calcule pas, donc on va aller... De nous-mêmes, ouais. On va faire de nous-mêmes. Donc la décennie des années 10, c'est la nôtre aussi pour ça. Et les années 2000, des artistes qu'on a kiffés, dont fait partie Willy Denzel, dont fait partie Leslie, dont fait partie plein d'artistes de cette scène-là, Wallen, Jalan, pour ne citer que. Et même Driver me disait, je me souviens, on venait me chercher en taxi devant chez moi, à la moindre de mes sorties, j'étais signé chez Polydor, c'était la grande vie. Et ces artistes-là n'ont pas survécu selon moi aussi parce qu'ils n'ont pas passé ce shift-là. Et c'est quelque chose que tu décryptes assez bien. Et t'es un peu à mi-chemin. Exactement. Mais je m'en suis rendu compte. À l'époque aussi, je le comprends parce que j'essaie de travailler avec des gens de télé-réalité. C'est-à-dire que des gens... Oui, non mais attends mais on va jamais s'en sortir. Mais les gens ils vont ça me passionne moins, mais je trouve ça quand même très drôle. Oh punaise. Je vais vers des chanteurs qui sortent de télé-réalité, je leur dis voici comment on fait et tout. Alors là. Donc là aussi en mode consultant, tu vas chercher ton. Ouais. Ok. Mais en vrai, je me dis peut-être du temps t'as déjà un peu de notoriété et en vrai à chaque fois ça se plante. Donc comment on peut faire différemment? Attends, je suis en même temps que tu me racontes, je suis en train de chercher les candidats de télé-réalité qui chantaient, mais en vrai. Ah, The Voice pas. Attends, par contre c'est pas Star Academy, c'est que The Voice d'année 2010, 2012, 2013. Ah, c'est déjà plus noble. Puis moi j'avais peur, je commençais à penser à des télé-réalités d'enfermement, je me suis dit attends. Non, c'est que The Voice, mon. Des télécrochets quand même. Télécrochets The Voice 2013. Non, ça pas va. de gens qui vraiment. Et ce qui était super intéressant, c'est que dans ce schéma-là, des télécrochets, on se retrouvait dans la même chose. Mais ça avait été ma bêtise. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup, surtout à cette période-là, c'est que je prends le temps et d'aller contacter les gens qui ont gagné des télécrochets, enfin qui ont pas perdu, qui ont perdu. Je suis talentueux, mais t'as pas forcément gagné, t'as une autorité. Faisons quelque chose. Mais reprenons du début. À l'époque, je faisais des espèces de benchmark avec toutes plusieurs pages et tout. Je structurais tout. Je te donnais une première partie pour que ce soit pas trop non plus élaboré. Et après, j'avais ma deuxième partie. J'avais pris une pote dans ma quête. Incroyable. Dans ma quête, j'avais pris une pote. Tout ça de la maison, hein, Oui, bien sûr. J'avais pris une pote qui était censée, parce que moi, je suis nul en mode. Donc, j'avais pris une pote, je lui disais, toi, t'es très bonne en mode. Quand on fait les rendez-vous, on est à 2. Toi, tu gères l'image. On va parler du stylisme. Et on a fait ça pas mal de temps. Et on s'est retrouvés sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés bloqués à un moment par la télé. Qui prenait énormément de place encore à l'époque. Parce que là, on est là sur du 2013. Donc, tu dois avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça vous bloque par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous dit la télé? C'est la mentalité. C'est-à-dire que la personne avec laquelle je travaille, il peut pas se dire, j'ai connu le bonbon qui était 10 000 personnes. On repart à 500 personnes. On fait 5 fois 500 personnes, c'est pas grave. On repart comme si, parce que petit à petit, il peut pas. Ouais. Parce que c'est trop dur moralement. Et j'ai appris à comprendre ça. Parce qu'au début, c'est quelque chose que j'avais pas compris. Mais en fait, tu te retournes le même schéma parce que la personne est déjà grisée par le fait de se dire que... Tu passes à la télé, j'ai fait un prime, c'est ça? Ouais. Bah, du coup, il se voit plus de façon normale. Waouh. C'est très dur. Oui. Et c'est très, très dur. Il se dit toujours qu'un jour, tel va le rappeler. Je rappelle qu'il y a un de ces artistes, là, on avait un gros débat. Et nous étions, c'est une vraie histoire. Nous étions en 2015. Je lui dis, faisons un single afro. Il faisait quoi à la base? Tout ce qui est variétoche, machin. Je dis, fais comme si ça n'avait jamais existé. Quand on parle de toi sur les pages afro, 2014-2015, moi, je vois que t'es bien. Moi, je vois les gens. Ils vont kiffer le fait que je suis un peu connu et que tu fasses juste grossir sur ce truc-là. Bah, on n'a jamais réussi. Lui ne voulait pas se positionner là-dedans. Bah, en fait, c'est drôle parce que lui, il est super Black Power. Il est super en mode tout et tout. Mais dans la musique, ça... Mais en fait, il avait besoin de revenir vers quelque chose de très machin. Et d'ailleurs, on est allé très loin parce que sur la fin, sa manager, j'avais souvent on parlait avec sa manager et tout. Et je me rappelle qu'on s'était séparés sur le fait que finalement, il devait sortir un single pop. Et moi, je leur avais dit, OK, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai juste dit que du coup, moi, je vais pas suivre. En fait, tu as vécu des formes de blocage, en tout cas, ça n'allait pas jusqu'au bout. Quelque part, les choses que tu voulais amorcer. Ouais, avec les necks marrants et tout quand même. Mais avec eux, non. Là, ce que tu nous racontes là, c'est un peu ce que je pressentais quand j'écoutais tes contenus, où les peu de fois où t'as dit, il m'était arrivé une histoire similaire. Souvent, tu racontes ces anecdotes personnelles de maison de disques que t'as pu avoir au service d'un contenu que tu fais. Ouais. C'est jamais gratuit. Et quand tu le fais,
tu fais bien attention de pas nommer les gens, mais t'expliques le processus de en quoi t'as été frustré de ne pas avoir pu imposer ta vision, ou comment des artistes des fois se brident par rapport à des choses. Tu viens de le faire, je trouve très bien maintenant. C'est très intéressant dans ta vision de l'industrie actuelle et même dans ta façon de faire du contenu. Le fait d'être passé par ces étapes-là, et c'est pour ça que on va enfin aller sur le sujet de ta ligne éditoriale, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure beaucoup il fallait qu'on parle de d'où tu viens. Moi, ça me tenait à cœur qu'on parle de d'où tu viens. Mais moi, comment je rencontre ton travail, c'est la ligne édito, c'est la chaîne YouTube, c'est le blog. Et donc, j'ai envie qu'on parle de ta ligne éditoriale et de ce que c'est un contenu à la Stevie. Donc déjà, comment toi, tu définis ton contenu? Est-ce qu'il y a des critères, déjà, pour toi, qui font que ça, c'est un bon contenu, Music Feelings, ça passe la douane, je le poste? Une vidéo? Ouais, une vidéo, ou même un article, ce qui caractérise même ton style, tu vois. C'est dur de me dire ça. C'est très dur. Parce que j'ai pas ce regard-là sur moi. En fait, c'est très bizarre. Moi, je fais les choses parce que je les fais un peu comme si je roulais à 200 à l'heure. C'est-à-dire que je les fais à fond. Mais j'ai pas le regard de me dire que, tu vois, par exemple, moi, je suis incapable de regarder une vidéo de moi. C'est impossible. J'ai, en vérité, des espèces d'affection, peut-être aussi par rapport au retour que les gens me font. C'est-à-dire que des fois, je peux te dire que celle-là, j'ai plus apprécié que ça. Après, moi, j'ai une affection sur certaines choses qui sont personnelles. Mais un bon contenu Music Feelings, comme ça, te dire non. Un contenu, en tout cas, moi, que j'apprécierais, et si je définirais mon truc, c'est que les gens qui tomberaient sur mon contenu tomberaient sur quelqu'un qui est passionné par ce qu'il donne et qui, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est normal, vous expliquera ce en quoi il défend son point de vue. Et que c'est pour moi la base de la culture de la musique. C'est pas d'être d'accord sur tout, parce que on peut pas être d'accord sur tout. En revanche, ce que j'espère que quand les gens regardent par exemple mon contenu, ils se disent, c'est que bon, j'étais pas d'accord avec lui, mais au moins il a défendu ce qu'il a dit, et maintenant je peux me positionner par rapport à ce qu'il a dit, et maintenant dire que je suis pas d'accord sur ça, et on discute. On n'est pas obligé de se fighter, c'est ça en fait. Ça, c'est pour moi un contenu Music Feelings. C'est un point de vue et de l'analyse. Et tu regarderas, les gens le disent à fond, que ce soit dans tes retours commentaires, sous les vidéos, ou même globalement, on apprend des choses. Les gens, c'est tes premiers retours. Moi, je me souviens, je savais pas. Ou d'où tu sais toutes ces choses-là, Stevie? Tout ça. Donc, il y a aussi déjà un des premiers gros critères, je trouve, de tes contenus, c'est qu'on apprend des choses. Ce qui est en vérité très rare de nos jours. C'est vrai. De trouver du contenu où tu passes 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 35 minutes et que t'apprennes quelque chose aujourd'hui, c'est quand même une denrée rare. Et tu fais partie quand même des gens où, quoi qu'il arrive, que le sujet t'intéresse ou pas, si tu décides de cliquer et de regarder, on apprend des choses. Après, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais pour moi, c'était ça. Est-ce que t'as une méthodologie de préparation de vidéos? On y va. Ouais, en fait, beaucoup de vidéos, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, beaucoup de vidéos que j'ai faites sur cette chaîne sont vraiment faites à la voilà. Pourquoi aussi? Parce que le temps de latence que j'ai eu entre le moment où ma chaîne YouTube me pète et le fait que moi je travaillais. En fait, je travaillais chez France Info. J'étais social media manager chez France Info au moment où ma chaîne. Donc du coup. 2018? Non, 2020. Parce que moi, ma chaîne YouTube, au début, c'est pas... Oui, je me souviens, c'était des images, on entendait ta voix, mais tu ne te montrais pas. Oui, je me souviens. Donc, du coup, je travaille, et en gros, je fais un travail normal, hein. Je viens, on parle de news, d'infos, et à côté, je fais plein de consulting juste en digital. Ok. Du coup, je travaille sur ce genre de projets qui sont ce sur quoi je vis. Mais Music Feelings, c'est ma passion et à l'époque, je me dis, c'est mon espace de liberté. Je peux toujours dire ce que je veux dire. Je fais ce que je veux faire. Et tu y allais fort. Ouais, et ma musique, tu vois, et la musique, ça reste mon truc où je peux travailler de fou toute la journée. Ouais. Mais je vais dire ce que j'ai envie de dire, et voilà. C'est-à-dire que des fois, je rentre à 2h du matin. J'ai fait France Info, j'ai fait une seconde mission après, j'ai fait une troisième mission, je rentre, et après je me dis, putain, il faut faire une vidéo. J'ai même pas eu le temps, allez, à Chantilly. Alors, mais pourquoi aussi? Parce que toute ma vie a été d'écrire des articles, en fait. Mes articles, c'était des analyses. Donc, en fait, beaucoup de mes articles sont dans ma tête. Des fois, ils sont déjà prêts. Des fois même, je me dis, attends, je vais sur mon site à l'ancien, je me dis, est-ce que j'avais pas? Vas-y, on va reparler de ce dont j'avais. On va reparler, et même updater, etc. C'est vrai que t'as souvent fait ça, mais il y a quand même plein de choses. Des fois, il y a des chiffres de sortie de singles, de nombre de ventes. Après, certains, tu les retiens comme toi aussi, tu retiens plein de... Non, moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y a des choses qui sont marquantes. Après, tu recherches. Tu peux retenir. Mais du coup, c'est ça. Où est-ce que tu te sources? Moi, je m'imaginais quand même si t'avais l'armature globale, parce que il y a des sujets, ça te passionne tellement que tu les as dans la tête. Est-ce que tu te poses à un moment donné pour écrire ta vidéo? J'écris pas de vidéo.
Pas parce que par contre, là, il faut pas que les gens se disent que il dit qu'il écrit pas ses vidéos parce que c'est un génie. Pas du tout. C'est parce que, non. Comme Jay-Z qui n'écrit pas ses textes. Non, c'est pas ça. En fait, j'avais du mal au début à me dire que je suis capable de lire un texte devant la caméra. Je pensais pas du tout que je ferais des vidéos. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui était censé écrire, mais pas parler en vidéo. En école de journalisme, je séchais tous les cours de radio et de télé. Donc, tout ce qui était parlé, ça ne t'intéressait pas? Ça ne m'intéressait absolument pas. J'étais sûr et certain que moi, franchement, je serais un grand écrivain, tu sais. Mais comment on arrive sur YouTube alors qu'on ne veut pas parler face à une caméra? Mais parce qu'en fait, un jour, j'essaie de faire une vidéo audio pour, tu sais, à monter là. Et la personne avec laquelle je travaille, je lui fais un big up d'ailleurs, Giovanni, à l'époque. Il me dit, c'est un jeune en fait, il me dit, plus jeune que moi, il me dit, je trouve que c'est relou parce que toute l'énergie que tu mets à raconter en audio, ce serait 100 fois plus fun pour les gens si tu le faisais en vidéo. Et moi, je veux pas faire. Je dis, non, ça me pète les couilles. Et en plus, tu vois, je suis en mode, non, je suis vraiment en mode, non, jamais je ferais ça. Et les gens, ils vont te reconnaître dans la rue. Oui, t'es déjà dans ça, hein. T'es déjà dans ça. Je veux pas que les gens, je veux pas que les gens sachent même parce que je me dis, ouais, non. Et finalement, il me dit, non, vas-y, fais. Et c'est pas très grave. De toute façon, c'est que pour nos abonnés. Ok. Et à l'époque, en même temps, je commence à faire les lives. Les lives, c'est vraiment des trucs un peu cool. Donc, je parle de carrière on me dit, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Kelly? Je raconte. Qu'est-ce que tu penses de la carrière de machin? On est 10, 15 personnes. Sauf que les gens, ils sont accros à ces lives-là. Des fois, on arrive à 50 personnes et... Tu sais pourquoi? Moi, ce qui fait que je deviens accro aussi, c'est parce que tu incarnes. Quand les gens, et on a tous passé ce truc-là, tous les médias ont eu un peu vieillissant, ou en tout cas qui dataient, ont eu ce truc de, il va falloir qu'on passe en vidéo. C'est la force de l'incarnation. Ce qui fait que on aime ou on n'aime pas d'ailleurs, on s'abonne ou pas à ce que tu fais, c'est l'incarnation. C'est pas que montrer sa tête. Ouais. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie, moi aussi pendant longtemps je voulais pas, mais en fait ce qui fait que moi je prends goût, c'est que il y a un entre-soi aussi, le fait d'être 10, le fait qu'il y ait pas beaucoup de gens, ton blog qui est un peu là où tu vas pouvoir enfin, alors que t'as plein de jobs à côté, pouvoir écrire ce que tu veux, et c'est ça qui va créer le ton à la Stevie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ton humour acide, la manière dont tu vas le dire, etc., un petit peu, tu vois ce que je veux dire, un petit peu le thé, quoi, un petit peu, j'aime pas trop, en sous-entendant des choses, etc. Et ça, c'est pas seulement se montrer, c'est incarner. Et je pense que ce qui fait directement l'adhésion ou la détestation, c'est parce que t'incarnes quelque chose. Tu dois avoir raison, mais en gros, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait de façon très naturelle. Je suis d'avis qu'on rentre encore plus dans le vif du sujet de tes avis sur Vas-y. J'ai l'impression que tu es un très bon analyste. Moi, souvent, dans ma propre consommation d'articles, de sujets, de news, surtout de sujets, parce que je suis moins les news, tu fais partie des créateurs de contenu que je vais consulter quand je vais avoir un panorama d'une situation. Je m'interroge beaucoup sur TikTok dans l'industrie de la musique, je vais lire plein d'articles, puis tu vas faire partie dans toutes mes sources de gens que je vais regarder, qui va expliquer des microphénomènes en utilisant des exemples, etc., etc. Ça, je pense qu'on est plutôt assez d'accord pour le dire, mais par contre, à l'exception d'une chronique d'album comme celle de Beyoncé, où tu parles de Renaissance, d'ailleurs, j'ai adoré cette analyse parce que je suis très d'accord avec toi. Sur ces sujets-là que tu décryptes, j'ai pas l'impression que tu donnes ton avis. J'ai l'impression que tu fais le choix juste de décrypter en disant, voilà ce qui se passe. TikTok est un outil qui vient de Chine, et il se passe ça. Ça, c'est une artiste qui a été signée là. Voilà ce qui se passe. Et tu expliques ça très bien. Mais tu ne donnes pas ton avis. J'ai pas l'impression que tu donnes véritablement ton avis. Je trouve que c'est contradictoire ce que je te dis. Parce que justement, tu as dit tout à l'heure que les gens avaient marqué le truc piquant, Stevie et tout. L'incarnation. Mais le ton. Mais à la fin de la vidéo, je ne sais pas ce que tu penses. C'est vrai, ça? Je trouve qu'en vérité, j'ai toujours l'impression qu'on sait ce que je pense. Je pense qu'on sait. En général, ce que je me dis, c'est que je donne mon avis, mais je laisse toujours dans mon esprit la possibilité à la personne qui a fini de regarder la vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je me fais insulter sur Twitter, je rigole parce que je me dis c'est bizarre. Parce que j'ai toujours l'impression que... Non, mais c'est vrai, je me dis toujours que... Non, c'est vrai. Je me dis, bon, ok. Mais parce que j'ai l'impression que, justement, je donne mon avis, mais que je te dis toujours à la fin, ça, c'est ce que je pense, mais peut-être que toi... J'essaie d'ouvrir pour que toi, tu puisses penser à autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que je mets souvent, j'espère, je crois, c'est souvent de faire un peu des trucs professorales. Oui. Très didactique. Que j'apprécie pas d'ailleurs, tu sais. Je sais pas, parce que mon père est prof et je déteste le truc. mais ça fait partie de ton style, je trouve. Je sais. Moi, je trouve que t'es très fort de manière didactique et de manière un peu professionnelle de dire les pour, les contre, thèse, antithèse. Oui.
synthèse. Mais Ça, je t'es trouve- le roi pour faire ça dans le domaine de la musique. Peut-être que t'aimes pas ça et que t'aimes moins le faire, je sais pas. Mais regarde. Mais t'es le roi pour mais, le faire. Mais je trouve que, genre, on voit ce que je pense. Je trouve qu'on voit pas ce que je pense. Je te donne un exemple. Donne-moi un exemple. Je vais prendre le dossier brûlant qui m'a passionné ces derniers mois, c'est le dossier Chloé Bailey. Oui, ok. Tu es celui qui a le mieux analysé ce plan marketing atroce. On est d'accord. Ok. Pour recontextualiser, Chloé Bailey, qui est une chanteuse qui avait une sœur qui s'appelle Hailey. Hailey, qui sont des jeunes artistes qu'on a vus un peu d'abord sur YouTube avec des covers des morceaux de Beyoncé, qui ont été pris enrôlés chez Parcours, le label de Beyoncé, et qui aujourd'hui, on arrive, et là je fais un fast-forward, à des deux carrières complètement opposées, avec l'une qui va être l'héroïne de La Petite Sirène très prochainement, et l'autre qui a pris plutôt l'axe d'aller sur un run sulfureux, Ouais, plus sexy. plus sexy, et ta vidéo, donc je réfère les gens à la vidéo, Merci. voilà, explique très bien comment tout ça a été orchestré au fil des mois et se rapprochant de la date de sortie de l'album. Et ça, tu l'expliques très bien dans la vidéo. Mais je ne sais pas si tu es OK ou pas avec ce genre de méthode. Je ne sais pas si avec tu la trouves méthode. Ouais, Mais je dis que le plan marketing est le fort. plan marketing. Mais je sais pas si moralement, en fait, c'est ça. Je sais pas si Je viens de tu comprendre. mets, Je viens voilà. de comprendre. Et tu mets une énergie assez prodigieuse à ne pas aller sur le terrain de la morale et de ce que tu penses Bah, au en fond fait, de oui, toi. Mais le truc, c'est que tu vois, ça, par contre, sur le truc de Chloé, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a plein de commentaires qui me disaient que il y a des commentaires que je trouvais injurieux sur cette vidéo qui me disaient, ouais, mais tu parles de ça naturellement, en mode de, ouais, mais, c'est horrible, elle détruit la... On rigole, mais moi je rigole parce que je comprends les commentaires et que, en fait, ton tweet, je me souviens, sur cette fameuse scène de la série de Donald Glover, assez atroce pour elle, trop explicite. Moi, je t'avoue, même pour moi, qui ai l'habitude de voir plein de choses choquantes sur les réseaux sociaux, de la voir comme ça, dans cette position-là, ça m'a un peu choqué. Et donc, toi, ton tweet, il est très factuel, Stevie. Oui, il est que en mode... Mais, Elle a le droit. mais Le respect des droits de la femme, elle a le droit. Mais je trouve que ce n'est pas tu trouves le move marketing pas bon du tout. oui, je rappelle que je sais pas si tu as vu ce tweet, on m'a quand même clashé dessus en me disant que c'était de la misogynie d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Mais parce qu'en vérité, on peut me clasher sur tout. C'est qu'en fait, tu vois, en vérité, sur le truc de la morale sur Chloé, par exemple, tu vois, c'est que factuellement, je vais te dire quelque chose de vrai, je m'en sens pas légitime. Quand je dis légitime, c'est que ma petite sœur ou une amie, je peux lui dire, ouais, je pense ça si elle me pose la question. Quand je dis ma petite sœur, si elle me pose la question, je suis pas censé venir être la morale de quelqu'un dans sa vie. C'est-à-dire que je fais la différence dans ce que je suis entre la personne qui va analyser quelque chose et ne pas venir distribuer ma morale. Parce que des fois, tu vois, nos morales toutes sont teintées de nos parcours, de ce qu'on est, de nos réflexions, de nos proches. Et en fait, est-ce qu'il me dit que ma morale à moi est forcément la morale, tu vois? Donc, en fait, surtout sur les thèmes de je me dénude et ce genre de choses. En vrai, moi, j'ai pas de morale par rapport aux chanteuses américaines, en vrai de vrai. Parce que j'estime que, alors ça va paraître bizarre aux gens, j'ai pas du tout la fascination des Afro-Américains dans leur vie de tous les jours. Moi, je regarde beaucoup, voilà, par exemple, tu m'as demandé un truc que je fais pour mes vidéos. Par contre, j'ai regardé beaucoup d'interviews, je regarde beaucoup de podcasts. Ouais. Et tu vois très bien quand même quel est le niveau intellectuel dès qu'on sort de l'appréciation musicale, tu le sais. C'est que c'est pas des gens qui, tu vois ce que je pense que c'est une erreur de penser comme ça, Stevie, parce que aujourd'hui, ce que t'incarnes commence à devenir, pour certains, et peu importe le nombre de gens, assez important pour que tu puisses partager ton énergie, ta vision et ce que tu penses. D'un point de vue des valeurs, d'un point de vue moral, c'est peut-être un gros mot. Il y a un vrai jugement dans le sens où, pour le dossier Chloé Bailey, t'explique clairement une sorte de modus operandi, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe pour plein d'artistes où on essaye cette voie-là. Et tu l'expliques bien. Là, il s'agit de Chloé aujourd'hui. En 2 ans, ce sera quelqu'un d'autre. Et des années avant, c'était quelqu'un d'autre. Oui. Mais comme t'as l'expérience, comme tu sais, tu peux te dire, voilà, moi, je suis d'avis que cette méthode-là où on utiliserait les bas instincts du public pour vendre des disques, je dis pas que c'est ce que tu penses, je dis pas que c'est ce que je pense. Mais si c'est ce que tu penses, pourquoi ne pas le partager? Là, tu le dis de manière très clinique, et donc ça laisse la place, je dis bien ça laisse la place, qu'on se dise, ça se trouve, lui, il est OK avec ça, il trouve que c'est honorable. C'est pas très grave, en fait, ce que je dis, c'est que, regarde, je suis un enfant de Jennifer Lopez et de Beyoncé. On est ensemble. Je serais quand même bien inspiré de venir dire aux gens, ouais, la fameuse méthode de j'étais une petite fille et après je me dénude et maintenant machin. Ouais, franchement, c'est dégueulasse et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jugement moral, moi, je le comprends dans l'idée.
Mais en vrai, je fais aussi mon autocritique. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai soutenu Beyoncé quand elle était dans Crazy in Love. Moi, j'ai que des cousines qui disaient que c'était la reine de la perversion. Et c'est que chacun voit midi à sa porte déjà. Et aussi le truc, c'est que faut qu'on soit logique dans le sens où, par exemple, de façon générale, là, on parle de Chloé. Le thème de l'hypersexualisation des chanteuses afro-américaines, par exemple, c'est un thème intéressant. Mais je pense qu'il se frappe à quelque chose de très simple. C'est que nous sommes dans une société aussi où les gens veulent contrôler. C'est-à-dire que nous sommes dans une société, je trouve, dans tous les domaines, on est toujours face à des paradoxes. Ouais. C'est-à-dire que et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est Twitter fait un très mauvais travail. Le monde de Twitter, de façon générale, pas moi, Twitter fait un très mauvais travail parce que, en fait, sur Twitter, il n'y a pas de discussion. Les gens s'opposent tout le temps. Zéro nuance. Voilà. Et donc, du coup, ils ont créé un monde où les gens sont à la fois totalement dans une église et ils affrontent une autre église. Complètement. En fait, dans ces deux mondes-là, c'est difficile d'émettre de la nuance. C'est pas que c'est complexe parce que je peux le faire. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur l'hypersexualisation. Mais je peux pas venir dire, dans le thème de Chloé, je suis contre les stratégies parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Janet Jackson, c'est la mère de ça. C'est Janet Jackson qui un jour, la petite enfant de l'Amérique. C'est l'Amérique, c'est elle la vraie. C'est pas Madonna, les gens se trompent. C'est la Janet Jackson qui crée le truc de la petite fille américaine qui se rebelle et qui devient la sexy Janet. Et en fait, nous, on respecte Janet pour ça. Mais en vérité, ce modèle-là. Je sais pas si on respecte. Ça fait partie des légendes. Moi, j'ai écouté Janet Jackson, ma mère a écouté Janet Jackson et ma mère a connu, quand je regardais le documentaire récemment de Janet Jackson avec ma mère voyait sa vie, son enfance, parce qu'elle arrive en France au même moment que l'éclosion de Janet. Donc, du coup, pour elle, quand elle voit les pochettes d'albums où elle est toute chubby, toute mignonne, ma mère, c'est vraiment elle, c'est son arrivée en France, ça veut dire quelque chose pour elle. Moi, Janet Jackson, c'est All For You. Oui. Tablette de chocolat. Mais en fait, mais tu aimes quand même son enfant. Beyoncé, ça veut dire que tu aimes quand même, tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que elles ont créé quelque chose. Que d'un côté, nous, peut-être, ça voulait dire se libérer, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une forme d'aliénation. Par moment, en tout cas. Mais c'est pas une forme d'aliénation, c'est juste que, en vérité, c'est un piège. En fait, on est tombé dans quelque chose où l'industrie moi, je pense que certains hommes de l'industrie afro-américaine ont trouvé le moyen de perpétuer ce schéma-là, qui devient même avilissant pour certains artistes, qui vont pas le dire, mais qui sont obligés de les défendre sur la forme du féminisme. C'est-à-dire que factuellement, c'est un piège incroyable. On a d'une Normanie, tu la vois en interview, elle est toute douce, machin, et de l'autre côté, elle est totalement sexualisée. Mais tu peux pas dire qu'elle est sexualisée parce que elle défend les droits des femmes. Mais de l'autre côté, quand tu regardes son label, il y a quasiment que des hommes qui, eux, veulent défendre les droits des femmes en envoyant. Tu vois ce que je veux dire? Mais le paradoxe... Tous ces paradoxes-là. Là, tu viens de donner ton avis pour de vrai, pour moi. Tu dis, tu qualifies les choses en disant que c'est avilissant, que c'est un piège. Pour moi, c'est ça son avis. Et après, les gens sont d'accord ou pas d'accord, qui regarderont cette vidéo, peuvent être d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Et c'est ça, c'est cette zone de discussion pour moi. Ah bon, tu trouves pas qu'on voit ça dans ma vidéo? On le voit, parce que je les trouve bonnes, les vidéos, et que je les regarde. Mais je me dis... que c'est ça qui, après, je suis, voilà. Non, mais en fait, pour moi, je le prends bien. Je réfléchis à me disant, est-ce que je devrais, à quel moment peut-être, mais j'ai l'impression, tu vois, de façon générale, que je le laisse paraître. J'ai l'impression que c'est peut-être pas dit de façon explicite, j'ai l'impression quand même que je le dis. Faut aussi que je te rende compte d'une chose, c'est que toi, tu diras ça, ce que je viens de dire. Tu peux le dire. Moi, je suis un homme. Les gens, ils vont se dire forcément que moi, je veux... Tu mansplain. Alors qu'en vérité, de façon honnête, sincère, j'aime bien les Pussycat Dolls. Donc, elles sont... Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais voir la différence entre un groupe qui est en plus du marketing, comme les Pussycat Dolls qui vient du... Un band. Voilà. Et qui a été formé pour pouvoir être ça. Et quelque chose, je commence à me dire, mais en fait, si à une époque, c'était de la liberté et qu'il y en avait 3 qui le faisaient pour se battre pour les droits et que maintenant, c'est devenu le schéma classique, il y a un souci. Tu vois, c'est ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Et je te le dis parce que ça veut dire que déjà, on est d'accord sur l'analyse même de cette chose-là, ce qui se passe sur une fille comme Chloé. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une stratégie payante aussi de jouer sur le sulfureux, que finalement, on peut très bien être contre ça, mais qu'on va utiliser ces biais-là pour que les gens cliquent et pour que ça marche. Oui. Je te dis ça pour 2 raisons. Déjà, sur la création même des fois de certains de tes contenus, où je vois que tu peux jouer avec la ligne
la ligne ou sur 3 secondes, des 3 premières secondes de ton contenu, tu vas parler de Beyoncé, mais ça va être la photo la plus sexy de Beyoncé qui va être en fond d'écran. Mais ça, je pense que on est obligé un peu. C'est YouTube. Les minions, c'est vrai, c'est YouTube, c'est les minions, c'est le game. Non, mais en vrai, tu sais. Et j'ai vu ça 3 reprises et le truc, c'est que c'est très malin, c'est que j'ai vu ça sur un contenu où tu parles du clash de TLC et Rihanna, et je me dis, non, Sylvie, il est pas là-dedans, il s'en fout complètement, mais regardez le contenu jusqu'au bout parce que ce que je dis c'est intéressant et tu mets un petit peu nudité au tout début puis nudité là, ça dure pas longtemps mais c'est le premier truc qu'on voit et je me dis dans la vidéo oui ouais. C'est sur tes formats courts Instagram et je me dis peut-être quand t'es en fond vert là mais tu sais que c'est intéressant parce que c'est pas monté par moi les formats courts Instagram mais j'avais pas fait cette réflexion sur ces formats-là. C'est ça. Du coup, je vais en parler. Et ça me fait bizarre d'aller sur, parce que c'était je me souviens, le truc m'avait attrapé, c'était TLC, Rihanna. Et je trouvais très intéressant ce sujet-là, de ce générationnel. Clash générationnel entre les deux. Sauf que, bon, le premier plan, c'est Rihanna, voilà, quoi. Mais on parle aussi du fait que Rihanna, mais en plus, c'est pas moi qui l'ai monté, mais on parle aussi du fait que Rihanna est, Oui. Ça va être le thème. Ok. Beyoncé, Ivy Park, qui est un sujet super intéressant qui nous intéresse ici Mais c'est elle qui a fait le fond vert derrière toi. C'est sa tenue. Mais attends, mais que les gens aillent voir la fameuse. Non mais après, il faut faisons la. Moi, ça me fait rire quand je vois ça, mais je suis obligé d'en parler avec toi parce que je suis d'accord. Mais moi, ça me dérange pas qu'on en parle. Je vois ta tête en train de m'expliquer un truc super sérieux sur le marketing d'incarnation, que pourquoi elle ne vend pas de produits, et puis j'ai le fessier de Beyoncé juste derrière toi. Mais tu sais que ce qui est drôle, c'est que je pense même pas, en vrai, de façon honnête, que j'ai l'audience pour ça. J'ai l'impression qu'il doit y avoir une audience plus mature, qui va pas forcément, tu vois, ce que t'as dit. Non, je pense que ça, mais oui, mais ça alimente ce code des réseaux sociaux. Ouais, si tu veux une rétention sur ton contenu, fesse. Mais si tu regarderas mes chiffres, bah, tu verras que c'est pas mes contenus ça marche. Ça paye même pas. Ça marche, chez moi, ça paye pas. Même si tu fais, pour un créateur de contenu musique, je tiens à le dire, tu fais quand même des scores cool. Parce que pour plein de gens qui parlent de musique, c'est pas forcément. Non, mais franchement, je suis très grateful d'avoir, des gens qui veulent m'écouter, tu vois. Et c'est cette dissonance, des fois, où je me dis, je suis sûr qu'il est pas d'accord avec ces méthodes-là mais en même temps, bon, allez, sur le contenu, on va quand même, tu vois. Et donc, je me dis, Je comprends. Mais je te jure, les TikTok dont tu parles, qui me font rigoler d'ailleurs, en vrai, ça m'a pas choqué. Ça me fait rigoler parce que je pensais que c'était dans les thèmes. Et le TikTok de Beyoncé est très drôle parce que cette tenue, par contre, m'avait fait rire. Parce que je sais pas si tu vois, elle est en cow-boy avec un string. On le mettra pas en contexte. Désolé. Mais non, il est trop drôle. C'est vraiment, non, mais, Continuons. On va continuer. D'ailleurs, il y a une question c'est dans le même sens de ce dont on parlait, sur ton avis. Et j'ai un petit invité surprise pour toi qui voulait te poser une question. Un truc que j'ai envie de te demander, si on regarde tes vidéos dans le détail, on peut capter, mais t'en parles pas beaucoup. J'aimerais que tu nous dises tes goûts, quoi. Qui est ton artiste R&B préféré? Quel est ton morceau préféré? Et je pense que tu as un avis intéressant là-dessus. Qui est ton producteur ou directeur artistique ou beatmaker préféré? Voilà, dis-nous tout. Je veux savoir. C'est confidentiel. Alors, ça. C'est confidentiel. Déjà, c'est une question de Anis, que j'ai envie de définir comme un scénariste, comme un réalisateur, acteur, chanteur. Enfin, je crois qu'il y a pas quelque chose qui s'appelle. Je le soupçonne même de faire semblant de pas super bien chanter pour que ça reste de la blague, alors qu'il chante bien. Animateur. Enfin, il y a pas grand chose qu'il sait pas faire. Homme drôle. Enfin, voilà, une crème qu'on adore aussi ici et qui aime beaucoup ce que tu fais et qui voulait te poser cette question-là. C'est relou. J'aime pas ça. T'aimes pas les tops, les classements, les trucs comme ça? Non, j'aime pas ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça change et que, en vrai, ça veut rien déjà. Mais bon, mon artiste préféré R&B, je sais qu'on va me taquer. Musicalement, c'est R. Kelly. Parce que, c'est le plus complet. C'est pas compliqué à expliquer, hein. Non, mais si, c'est compliqué parce que je sais que nous, pour toi et moi, mais peut-être que les gens, ils comprennent pas. Au-delà du fait que, bien évidemment, on condamne tout ce qu'il a fait, il mérite la prison. J'ai toujours dit que moi, j'ai pas d'affect sur le fait que les gens aillent en prison, en fait. Tu vois, on n'est pas triste de voir un artiste qu'on a écouté qui aille en prison alors qu'il a commis des crimes. Non, c'est jamais. Ça, c'est dit déjà. C'est une génération. Moi, je sais pas, je t'en souviens quand Lil Kim va en prison pour. On s'en fout, en fait. Nous, on veut du son. Enfin, c'est vrai, tu vois, il y a ce truc. Moi, je m'en fous, en fait. C'est quand je m'en fous. Tu es condamné. Ouais. Si tu mérites, il y a pas de souci. En revanche, R. Kelly, c'est tous les personnages du R&B en un. C'est-à-dire qu'il va réussir à reprendre toute la soul de Stevie Wonder et tout, la New Jack,
Ouais. Il va incarner ça. Et musicalement, c'est extrêmement riche et extrêmement varié comme discographie. Donc, j'ai énormément appris, rien qu'en écoutant R. Kelly. Et quand je dis rien qu'en écoutant R. Kelly, j'ai appris, c'est que même dans les influences, quand tu entends que il va te dire en interview, ça, c'était ce qui était très bien dans les magazines comme R&B Mag. Je crois d'ailleurs que c'est dans R&B Mag qu'il y a une interview de R. Kelly où il parle de Stevie Wonder. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il dit ça que j'essaie de savoir ce que Stevie Wonder fait à l'époque et que je me prends sur Casa la discographie de Stevie Wonder qui va mettre 3 semaines Moi, à c'est arriver. Pharrell qui va me pousser à écouter Stevie Wonder. Tu vois, c'est ça en fait. Et du coup, chez R. Kelly, c'est extrêmement complet. Et d'ailleurs, je pense que sur le R&B actuel, je vais dire quelque chose qui va choquer des gens. Moi, je pense qu'ils ont perdu leur phare. Oui. Bah, un architecte. Bah oui, Un mais c'est pour ça architecte de cette c'est pour ça musique. qu'au début, ils étaient tous très contents. Il y avait une sorte de manque à gagner, une opportunité, une sorte de terrain. Mais maintenant, je revois qu'ils le disent tous. Tu vois que Jermaine Dupri te dit que R. Kelly manque, Timbaland, tous Je pense que on a peut-être vu le même live où t'as Didi, Dupri, je sais pas qui était le troisième larron, une sorte de live Instagram Oui. où ils disent Oui, parce qu'en fait, ils ont le terrain là est vide, c'est Oui, compliqué. parce qu'en fait, il a structuré musicalement, en fait, Ouais. la musique actuelle. Donc, du coup, pour moi, ça restera toujours le plus riche. En fait, c'est cool que là on ait expliqué pourquoi R. Kelly, de manière complètement déconnectée de ses agissements, même si on les condamne, pourquoi il a été important artistiquement. Mais tu vois, ça me fait penser que les fois où on a entendu parler de toi et de R. Kelly, en tout cas de ton, c'est pour les affaires de cancel culture. Mais le truc, c'est que tu vois bien que je ne suis pas responsable de, tu vois, Non, tu n'es pas responsable de comment les gens le comprennent. et le fait que là, tout de suite, là, je dis ça, les gens, ils se disent que c'est une façon de le soutenir. C'est-à-dire que, je me rappelle que moi, je poste les anniversaires des albums depuis des années. Moi, je faisais des posts limite automatiques il y a 10 ans. Tu postes R. Kelly. Oh mon Dieu, c'est pour soutenir. Non, en fait, c'est de la musique, je le fais depuis 15 ans. Et tu vois, et en vérité, je n'en ai pas d'affect. Si on veut m'aller différemment, c'est aussi parce que, tu vois, moi, Tipeee tout comme, de R. Kelly, m'apprend des choses, tu vois. C'est un des premiers albums que je découvre chez Amelia à la pochette, et j'écoute, c'est un des premiers albums que j'écoute, ça me marque. Après, je crois que l'un des premiers albums que j'achète avec mon argent, c'est R&B de rue de Matthew Stone. Franchement, je pense que la génération 90, là, tu viens de citer 2 albums francophones et un qui est américain, qui sont presque des portes d'entrée un peu classiques quand tu tombes amoureux du R&B. Mais en fait, il y a un lien aussi, parce qu'en fait, quand j'écoute Matthew Stone, je me rends compte que, en fait, mais c'est le gars que j'ai écouté, c'est l'Amérique. En fait, tu vois la liaison. Et du coup, ça t'apprend, tu Les veux chercher, en références, fait, tu vois, exactement. tu comprends, en fait. Même sur les sujets dont voilà, il traite, etc. Mais c'est pas même pas fait une honte à Matthew Stone. Tu comprends d'où vient tout. Et c'est comme ça que tu te cultives. Bon, mon chanteur préféré, vocalement, par contre, c'est Luther Vandross. Oui. Parce que je trouve que c'est le meilleur chanteur sur Terre qui a jamais existé. Que je découvre, moi, sur Dangerously in Love de Beyoncé. Ah, bah, ils font un super duo de Ouais, de je Close le découvre là et c'est après que tu réécoutes. Mais on l'a tous fait, en fait, tu vois. Ouais. Moi, je sais plus comment j'ai découvert Luther. Moi, j'ai découvert Luther parce que quelqu'un avait posté la version originale de la version, tu sais, Jay-Z Pharrell. Oui. Bah, en fait, quelqu'un avait posté sur un forum la version originale de Luther. Et j'ai compris que c'était la chanson de Luther. Je me suis dit, c'est qui ce monsieur can I take... Tu t'es dit, ah, c'est trop cool. Seulement chante, Sylvie. Ah là là. Mais ok, ben j'aimerais qu'il y ait plus de place pour ces trucs-là parce que par exemple, bon, R. Kelly, on va pas en parler pendant 25 piges parce que c'est toujours touchy pour plein de gens, mais j'aimerais quand même qu'on prenne le temps parce qu'ici c'est la maison sur comment parfois sur un sujet qui est super important, quand on passe par du prisme soit sulfureux, soit un peu négatif, soit touchy, les émotions elles montent et quand les émotions elles montent, on peut plus discuter tranquillement. Et j'ai l'impression que R. Kelly, en tout cas la cancel culture, parce que j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là parce que je trouve que déjà dans le fond on est très d'accord. Ça a effacé l'idée de fond que tu voulais transmettre sur la cancel culture. Sur ce moment-là où tu pars de déclaration de Kendrick Lamar qui parle en fait du retrait de catalogue de certains artistes, la plupart des artistes noirs. Et j'aimerais justement qu'on puisse parler de ce sujet-là sans les émotions que les gens ont sur les réseaux sociaux, dans une pièce très posée, très calme. Parce que pour le coup, quand je vois ce que tu dis, quand j'entends ce que tu dis, où tu veux en venir et comment tu nous interpelles pour nous dire ça, c'est peut-être un risque pour notre héritage, je trouve ça intéressant. Mais c'est pollué par de l'émotion, par ouais mais cet artiste a fait ça, a commis tel crime, oui mais moi je préfère lui, de toute façon sa musique je ne l'aime pas, alors que ce n'est pas la question. Donc j'ai envie d'avoir cette conversation avec toi et commencer par définir selon toi ce qu'est la cancel culture. Bon, en fait, la cancel culture, globalement, comme ils le définissent, en gros, c'est le fait de se dire qu'on va supprimer ou boycotter. En fait, en vérité, c'est boycotter un artiste pour un fait qu'il a commis. Mais en vérité, ça a toujours existé.
Le boycott des artistes pendant un certain temps qui ont commis des crimes, ça a toujours existé petit à petit. À minima ou à grand, on a toujours eu ça. C'est-à-dire que pendant un certain moment, t'as commis quelque chose, t'es un peu cancel, voilà. Et je dirais jusqu'à dire que l'industrie du disque américaine a beaucoup été construite sur ça. Ouais. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous aimons les grands comebacks. Et que beaucoup dans l'industrie du disque américaine ont ce truc de que, et je précise ici qu'on n'est pas pour dire que quelqu'un a violé et qui fait un comeback, mais on a connu ce truc de que tel est cancel. La résurrection. Et il va revenir comme un mastodonte et tout et tout. Le fait de boycotter n'est pas nouveau. Ouais. Là où c'était intéressant dans l'ère qu'on a vécue, c'est qu'on nous sommes passés sur le digital. Le digital, ça signifie que les gens ne se rendent pas compte. Nous louons pour écouter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne possédons plus rien. Le streaming, voilà. Amazon, Netflix, tout ça. Ce n'est plus nous ne possédons plus. Là, tu possèdes un vinyle de Michael Jackson. En stream, nous ne possédons plus rien de, voilà. Et partant de ce moment-là, quand l'affaire R. Kelly est arrivée, et c'est pour ça que elle était majeure, en vérité, c'est qu'on a émis l'idée de supprimer. Et la suppression, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que d'un coup, on n'est plus, et c'est là où les gens, ils ont confondu, on n'est plus dans le boycott. Boycotter, c'est que tu ne passes plus à la radio, ça. Je ne t'écoute pas, voilà, je ne te fais pas passer dans ma radio, dans mes émissions. Ça a toujours existé. Dès le moment où tu commences à dire aux gens que on va supprimer tel et tel, et à l'époque, il faut que les gens se souviennent que Spotify déclare qu'ils vont supprimer, et ils n'en prennent que deux, Spotify, R. Kelly et Triple X Temptation. C'est ça. Bah, moi, j'ai un problème avec ça. Et c'est de là tout part l'histoire, en fait, en vérité. Moi, je dis tout de suite sur les réseaux sociaux, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème parce que c'est un précédent dangereux et que, fatalement, je me dis, et là, on revient sur les trucs des Rolling Stones, on connaît tous les violeurs du rock. Et là, Spotify nous fait une liste de personnes qui vont bloquer. Et pour toi, ça va créer un précédent. C'est quoi ce précédent, selon toi, que ça va créer? C'est que, en fait, regarde. L'émotion sur les réseaux sociaux, en général, est véhimentée par le fait que, bon, voilà, les Afro-Américains dominent, en fait, des réseaux sociaux. C'est eux qui les font. The Shade Room, je crois que c'est la deuxième page la plus commentée d'Instagram. Et tu remarqueras, c'est super intéressant, qu'il n'y a pas de Shade Room pour les artistes blancs. Non. TMZ, c'est pas un The Shade Room. The Shade Room, il n'y a pas de Shade Room pour les artistes blancs. C'est-à-dire que le truc où... Ce truc un petit peu gossip... Mais gossip à l'extrême. On n'a jamais vu ça. Non. C'est que les artistes noirs qui ont un gossip ou quand un artiste noir commenté sur une... On peut citer quand même les tabloïds anglais où toi, c'est pas comparable. C'est pourquoi c'est pas comparable? Parce que c'est pas dans l'instantané. Les tabloïds anglais sont très virulents. The Shade Room, c'est même pas The Shade Room qui est virulent. C'est que, par exemple, Trey Songz clash avec une fan sur un commentaire. On screen le commentaire, on met un article, ça fait une news. Et là, on est tombé dans quelque chose de très émotionnel. C'est-à-dire que toute la journée, nous sommes saisis sur les émotions, souvent un peu négatives d'ailleurs. Enfin, ça, c'est du gossip de façon générale. Oui. C'est pas tant la méchanceté qui font que, ça va concerner principalement les artistes afro-américains. C'est-à-dire que les polémiques, déjà sur la société, on en a parlé. Enfin, le fait que dans la société dans laquelle on vit, on sera jamais jugé pareil. Justin Bieber, je dis pas que c'est un violeur. Il a été accusé de viol. Il a subi des accusations. Il a justifié ses accusations de viol sur Twitter avec 3 tweets, je crois. Ce que j'ai trouvé génial pour lui. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça incroyable. Et c'était fini. Les clichés qui existent dans la société de manière générale se retrouvent ont une incidence sur la manière dont on va canceller les gens. Mais nous-mêmes, soyons honnêtes. Là, tout de suite, tu me dis que Vianney a fait une agression sexuelle. Beaucoup de gens seront plus enclins à se dire que ouais, Vianney et tout, que Dinos. Tu vois ce que je veux dire? Selon toi, c'est un 2 poids 2 mesures qui existe dans la cancel culture. Mais il ne peut que se retranscrire parce que ce n'est qu'une photographie. Il existe déjà dans la société. En fait, et du coup, comme ils retranscrivent une justice populaire, en fait, la justice populaire ne peut retranscrire que les inégalités de la société. Et on l'a vu. Si on repart sur tous les artistes cancel, 90%, qu'on a voulu supprimer ou tout, c'est toujours des artistes noirs ou afro-américains. On va me parler de Harvey Weinstein. Moi, je pose la question à l'inverse. Harvey Weinstein, déjà, je crois que son frère a repris la société. C'est super important quand tu parles d'Harvey Weinstein parce que ma question sur la cancel culture, et c'est une discussion que j'ai vraiment envie d'avoir avec tout le monde, peu importe le genre des gens, la couleur de peau des gens, c'est est-ce que si cancel culture doit exister dans l'industrie, dans toutes les industries, empêcher quelqu'un de travailler parce qu'il a commis des actes problématiques ou criminels, ou c'est ne pas mettre en avant quelqu'un, c'est ne pas en parler. C'est ça en fait, est-ce qu'on va empêcher les gens de travailler? Parce que là, tu parles de Weinstein, ça continue de bosser, hein. Ça continue de bosser, en veux-tu, en voilà. Donc, est-ce que ces gens-là, ils ont été cancel ou pas? Parce que c'est quoi? C'est ça, moi, en fait. Le débat, pour moi, déjà, il doit commencer par là. Le problème, tu vois, regarde, le problème vient de la vision de l'art. Et je trouve que c'est Sarkozy qui l'avait très bien dit dans une interview, je crois que c'était à C'est à vous.
Alors, c'est drôle qu'on cite Sarkozy, mais il l'avait très bien Le dit. Nico. Et non, mais il avait dit que lui, je crois que c'est de Rodin qu'il parlait, il avait dit ça, lui, il s'en fout de savoir, je sais plus de quel plainte, je crois que c'était Rodin. Il avait dit, je m'en fous de savoir s'il a commis des actes répréhensibles avec des femmes. Moi, j'aime son œuvre. Et en vérité, ça ne choque pas les gens. Beaucoup de gens, comme le Picasso qui a commis les pires erreurs, parce que même dans notre imaginaire, ce sont des œuvres. Ça se retranscrit dans le cinéma. Les films d'Harvey, c'est vu comme des œuvres. Beaucoup de Noirs, déjà, ont du mal à comprendre que un de leurs albums, c'est une œuvre. Ils ont du mal à voir que c'est l'œuvre de l'art. Moi, je l'ai dit sur ma chaîne YouTube, je le redis. Moi, je vois Tipeee comme de R. Kelly comme un tableau de Picasso. Donc, on ne brûle pas. Si on est d'accord sur ça, vous l'enfermez. Est-ce que vous allez brûler les œuvres de Picasso? Je parle de R. Kelly comme je parle du fait que... C'est ça la question. C'est du coup, si quand cette culture doit exister et que du coup on doit supprimer, supprimons tout, brûlons tout alors. Oui, mais on ne brûlera pas tout parce que, dès qu'on quitte globalement la musique afro-américaine, les gens savent ce que reconnaître les œuvres. On s'en rend bien compte. C'est-à-dire que si on va dans les musées, il y a plein d'histoires scandaleuses. Donc, le fait d'avoir mésestimé l'histoire aussi de la musique afro-américaine ou de la musique noire même globalement, le fait qu'il n'y ait pas un héritage qui fasse partie de la culture dominante fait qu'on va avoir une tendance plus facile à dire bah brûlons ça, supprimons ça des plateformes. Mais le très bel exemple, c'est Claude François. Claude François, sa musique, c'est de la musique afro-américaine de reprise. D'accord. Donc, du coup, c'est pas extrêmement bien digéré. Voilà. On adore. C'est des reprises. Il y a pas de souci. C'est aussi un homme qui a connu des actes pédophiles connus. Complètement. Au point où lui. Et assumé. Voilà, et dit en interview. Au point, et en plus, il a la preuve. Il a une fille qui est née d'une mère de 14 ans. Voilà. Donc lui, on peut pas débattre. Mais tu verras jamais personne te dire qu'on va supprimer Claude François, vu que c'est de la musique, c'est de l'art. Pourtant, c'est de la musique afro-américaine. Bah, tu verras la même personne te dire qu'elle peut pas écouter, je sais pas quel rappeur américain qui a commis des actes répréhensibles. Et je ne soutiens pas le rappeur américain qui a commis, ou le chanteur américain qui a commis des actes répréhensibles. Tu mets juste son travail au même titre que celui de Claude François ou Elvis Presley. Exactement. Je dis juste que si on considère que tout est œuvre, considérons tout et la bataille de la suppression, c'est là où on parlait de précédent et c'est là où Kendrick Lamar a très bien réagi en disant que il supprime sa musique de Spotify si on commence ça, c'est parce qu'il a compris tout de suite. Il s'est dit, bah, moi, demain, je peux être accusé de quelque chose. Mais s'ils ont commencé par que les Triple X et R. Kelly, ils vont continuer. Ils vont peut-être sortir à un moment, je sais pas qui, un rappeur, voilà. Oui, c'est très tricky. Je trouve ça super intéressant et moi, je pense que peu importe en fait, le niveau d'âge ou niveau intellectuel ou niveau d'études de nos audiences respectives, que ce soit sur Camino ou la tienne, je trouve que c'est important qu'on essaye de décrypter ensemble l'intersectionnalité des choses, c'est-à-dire à la fois les origines sociales des gens, à la fois leur couleur de peau, mais à la fois aussi ce qui s'est passé pour la musique dont on parle. C'est-à-dire que les interprètes de ces musiques-là qu'on va accuser ou pas, ou dont on veut supprimer ou pas la musique, c'est important de décrypter aussi pourquoi on va avoir une tendance plus facile à balayer leur héritage ou balayer ce qu'ils ont fait. Un autre sujet dont je voulais parler, tu disais les histoires, tu parlais des histoires dans la musique et de finalement qu'il y avait très peu de positifs. Est-ce que c'est ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes histoires dans l'industrie du disque, des belles histoires? Oui, il y en a, mais je pense juste que nous sommes, par exemple, pas attirés par... Je crois que j'avais fait une interview de Brian McKnight il y a 3 ans d'ailleurs. Je l'ai jamais posté, je la posterai d'ailleurs. C'était super intéressant. Il avait dit quelque chose de super intéressant par rapport à eux. Il avait dit, tu vois, c'est rare que désormais on nous voit chanter une chanson d'amour. Les Afro-Américains en carton. Il dit, Ed Sheeran peut s'asseoir et chanter une chanson d'amour. Nous, on peut pas. C'est très rare. On a que des chansons où on est toujours... C'est fini. On n'arrive plus à proposer... Brian McKnight disait ça? Ouais. Bah, c'est l'homme de l'amour. Donc, tu vois, quand il le dit, il dit, moi, je regarde toujours et tout, ce qu'ils disent. Et je suis très frappé du fait que c'est même plus tant le fait que, voilà, c'est que c'est toujours des trucs qui ne parlent plus de s'aimer. Et j'ai trouvé ça très fort et très vrai, en vérité. Parce que finalement, quand tu regardes effectivement la scène afro-américaine, tu verras que c'est rare maintenant, depuis 5-10 ans même. On est même dans la mode de l'amour toxique. Ouais. Mais on est passé, non, mais là, avant, on avait plus les chansons d'amour, là, on est dans des histoires complètement farfelues. Et puis ça, les gens adorent. On raconte à quel point on se fait du mal, à quel point on a des comportements tordus les uns envers les autres. Bah. J'écoute, je suis pas en train de condamner, j'ai adoré le single de Division. Oui. Moi, je te pose la question sur les belles histoires dans l'industrie du disque. Je te pose cette question parce que
tu racontes quand même de sordides histoires sur YouTube. Oui, le parti pris de prendre des histoires. Après, ça, c'est parce que c'est fun, des fois, et que je suis très fan de crime, de Faites entrer l'accusé. C'est vrai. Mon autre passion, je lis des Faites entrer l'accusé, les Agatha Christie, des trucs comme ça. Donc. C'est vraiment, la chute. Ah oui, c'est vrai. Tes titres YouTube, c'est souvent la chute de quelqu'un. Mais ça, c'est des histoires sombres de quelqu'un. Mais après, c'est vrai que je préfère plus de happy end, ouais, peut-être l'ascension de Drake. En plus, c'est plus simple, en vrai. Drake, parlons de Drake. J'adore Drake. Enfin, moi, ça, c'est une belle histoire. Je suis un grand défenseur, enfin, j'adore Drake. Je suis un grand défenseur de Drake parce que je trouve qu'il se fait taper dessus, injustement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo récemment sur Nelly. C'est parce que je prépare le... Eh ben, on y est. Parfait. C'est de ça dont je voulais parler. C'est le choix un peu éditorial. C'est-à-dire que Nelly, tu sors ça, là, au moment où on tourne cette émission, c'est sorti, je crois, il y a 2 jours. Et donc, Nelly, qui est une des plus gros vendeurs qu'on ait eu dans le rap, mais de manière même au-delà du rap, qui s'assoit à la table des gros bicraveurs de disques, tu fais un titre comme quelque chose de, on ne lui a pas assez donné d'amour. Tu vois, c'est la négation dans ton titre. Okay, alors que par exemple, là, on peut parler de Drake, qui pour notre génération est une excellente remontada, est une success story de quelqu'un à qui on a un peu dit, c'est pas là ta place, et puis il est allé la chercher. Je pense que ça gagnerait en positivité de titrer les choses en mode celui qui a fait ça, pas plutôt que celui à qui on n'a pas donné ça. C'est drôle parce qu'il y a un producteur de chanteur qui m'a appelé pour me dire, mais tes titres, tu dois prendre une semaine. Il m'a dit tes titres. Il m'a dit, en studio, on débat des fois sur tes titres. Donc, en vrai, les titres. Ah, bah, nous aussi, regarde. Mais en vrai, tu crois, je te jure, j'en fais souvent 3-4. Et après, je les fais tester. Oui, je me souviens de ça. Tu faisais des tests miniatures aussi. AB testing, et je pars. Après, les gens, ils croient que je suis assis à savoir quel titre. Non. Et c'est vrai que les titres qui peuvent paraître un peu plus négatifs, c'est parce que souvent, je parle de gens que les gens n'ont pas vus. Et c'est vrai que ça m'a donné l'habitude de me dire, c'est plus clickbait de dire que c'est celui qu'on a raté ou celui qui il est arrivé des sombres choses. Pour te dire la vérité, je ne suis pas sûr. Parce que j'ai pas... Bobby Valentino et le transgenre, t'y allais fort, là. C'était quoi le site? Je sais plus, mais j'ai les mots-clés. Ce transgenre qui a empêché à Bobby Valentino, mais c'est pas... Si, c'est trop, ouais. Non, sa carrière a été détruite par un transgenre, un truc comme ça. Oui. Mais c'est factuellement vrai. T'as regardé la vidéo. C'est vrai. Est-ce que attends. C'est factuellement vrai. Si c'était putaclic, je m'aurais dit la vérité. Factuellement, lui, il s'est retrouvé dans une vidéo. C'est un choix. C'est factuellement vrai. Mais ton choix, c'est d'aller franco sur ce truc-là. Mais je juge pas, hein. Je comprends. En fait, je veux parler de ce choix-là, en fait. Je me remets beaucoup pas en cause. Enfin, contrairement à ça. Donc, du coup, quand tu me parles, j'essaie de me demander si c'est pas un automatisme, tu vois. C'est quelque chose que je fais de façon automatique. Parce que, par exemple, pour Nelly, il y avait 4 titres. Et c'est vrai qu'aucun des 4 titres n'était positivement vu pour Nelly, mais... Ne célébrais pas Nelly. Mais dans la vidéo, je célèbre Nelly. Bien sûr. Mais souvent, après, dans la vidéo, je suis plutôt satisfaite de ce qui est dit et j'apprends des choses. Tu vois, et en plus, j'aime beaucoup Nelly, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose où je pourrais me dire, je veux casser Nelly. Actuellement, par exemple, on peut me dire qu'il y a des artistes, lui, j'aime bien sa personnalité, je trouve fun, pas très, voilà. Mais voilà. C'est justement tout ça, tu vois, ce choix de titre qui est en fait un biais pour aller ou donner envie ou susciter la curiosité, la manière dont tu vas réagir aux déclarations de Kendrick Lamar en disant Kendrick a compris ce que je voulais dire et que t'es un petit peu un petit peu piquant sur ton audience en leur disant heureusement qu'il y a des intellectuels ou heureusement qu'il y a des artistes qui s'interrogent et qui peuvent comprendre ce que je dis. Donc là tu prends un peu de hauteur sur tout le monde. Tu vois un peu la fameuse vidéo. Ah mais oui, parce que moi je fais partie de ton audience au-delà du fait qu'on fasse la même chose, je fais partie de ton audience. Donc ça veut dire que quand t'es en train de dire en gros t'as pas compris, moi j'ai compris, lui Kendrick il m'a compris, et que tu vas aussi dans ces biais un peu négatifs, un peu Nelly vous avez pas vu mais c'est une grosse légende, etc. C'est un choix que tu fais qui peut justement te faire perdre une forme de pas d'audience, mais l'élargissement même d'une copine, d'un potentiel d'audience qui pourrait complètement adhérer à ce que tu dis. Moi, je crois au fait que le positif appelle le positif. Et que si tu dis, c'est l'un des plus grands vendeurs qu'on ait eu dans l'industrie, je suis plus de cette école-là que de l'école,
Pourquoi il a refusé de... C'est quoi le truc? Pourquoi il souffre du fait que... Je crois un truc comme ça. Ouais. Le pire, c'est que je me rappelle pas. Et pourtant, je les écris tous. Hein. Non, mais c'est vrai. Peut-être que je devrais tester ça. Tu sais, moi, je suis pas fermé sur ça. Je pense aussi que honnêtement, pour ça, c'est un automatisme. C'est que je me dis qu'en gros, j'ai quasiment toujours fait ça sur certains titres. Pourquoi ne pas continuer? Mais il n'y a pas de velléité pour moi, en tout cas, quand je fais une vidéo, surtout sur ce genre d'artiste. En vrai, même, je pense que quand je ne veux pas parler, quand je n'aime vraiment pas quelque chose, j'évite. Si je parle de quelqu'un, c'est que j'ai au moins quelque chose de bien à dire sur la personne. Ouais, mais souvent, c'est la mise en avant, etc. Donc, je pense... Attends, je viens de tomber, c'est comment il a décidé de quitter la scène hip-hop? Mais t'as changé, là. Je t'ai dit qu'il y a un A/B testing qui change les titres sans que c'est pas moi. C'est bien, je préfère celui-là. Ah, tu vois. Comment il a décidé de quitter la scène Bah, hip-hop? tu vois, ça faisait en général, je fais 4 titres. C'est ça. Et Et pourquoi il est devenu... Ah non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est Kanye. Pourquoi il est devenu un danger? Mais ça, c'est pas faux. Ah, mais voilà, eh ben c'est bien. Là, par exemple, pourquoi il est devenu un danger? Tu donnes ton avis, là, pour le coup. Mais pas du tout. Bah si. Pourquoi il est danger par rapport à... T'es en train d'expliquer déjà le pourquoi il devient un danger. Donc il est déjà... De fait, Oui, c'est un danger, mais pour qui? En tout cas, moi, je t'ai jamais dit pourquoi il est un danger. Ouais, mais tu vois, là, ça vient chercher mes bons instincts, j'ai envie de cliquer. Mais je trouve que c'est pas nice. Moi, je trouve que c'est pas nice. Je comprends, non, mais je comprends. Je pense que tu sais quoi? On va faire un deal. Donc, sur mes 2-3 prochaines vidéos, artiste, je vais essayer de réfléchir à des titres. Je vais changer. D'ailleurs, je crois que c'est une des premières interviews que je fais depuis que j'ai fait ma chaîne. Franchement, je crois. C'est même pas de façon prétentieuse que je lui dis. C'est vrai que parler avec des gens, ça t'ouvre, ça te permet de faire de voir. Bah ouais, les retours. Mais de toute façon, même là, on le fait là. Mais maintenant que ça y est, tu nous connais, t'es là. En vrai, c'est cool aussi d'échanger avec toi sur des contenus de manière quotidienne et tu fasses la même chose vis-à-vis des contenus qu'on peut sortir nous aussi. En vrai, c'est vraiment un échange en mode de partage, tu vois. J'ai 3 prochains. Parce qu'on aime ce que tu fais. Avec plaisir. Parce qu'on aime ce que tu fais. Bon, après, il y a une vidéo qui va être un peu négative parce que c'était un meurtre, mais après, le reste, c'est bon. Et maintenant, on va quand même parler de ce que potentiellement tu vas faire toi dans les prochains mois ou des projets que tu as envie de faire, que ce soit d'un point de vue YouTube ou même peut-être d'autres choses avec des artistes potentiellement. Alors là, je pense que je vais revenir avec une idée incroyable. Je vais révolutionner le truc de YouTube. Oh là, je pense que les gens, ils seront tellement choqués. Je vais les défoncer de fou. Parce que je vais lancer mon émission d'interview. Ah Non, mais l'énième émission d'interview. En fait, en vrai... Mais attends, moi, je crois à ces formats-là, je pense qu'il est inépuisable. Le format d'interview, je pense qu'il est inépuisable. Alors, contrairement à ce que on peut dire, je pense que il avait disparu, que là, maintenant, ça revient un peu. Je trouve que, avec des styles complètement différents, je trouve que quand tu vas le faire, ça va être complètement différent de ce que moi je fais, de ce que Sherman peut faire, de ce que Mehdi Maizi peut faire. Donc, je trouve que c'est une conversation, c'est jamais la même chose. Donc, quand ce sera toi, ce sera toi. Ah bah, on verra bien. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'ai beaucoup hésité parce qu'on m'a proposé à plusieurs reprises, il y a même, voilà. On a même fait un projet d'émission il y a 2 ans quasiment près, que j'ai pas voulu tenir parce que je trouvais justement que c'était un peu, que j'avais tout dit dans le sens où, parce qu'en fait, j'en ai fait beaucoup. En fait, je suis revenu justement pour, relancer ce truc d'interview, j'ai regardé tout, j'en ai quasiment 330 et je suis tombé dessus des trucs. Papier, vidéo. Oui, et donc du coup j'ai tout pris et je me suis dit bon, est-ce que je vais revenir sur ça? Parce que j'ai l'impression de repartir en 2010. Mais finalement je pense que je vais le faire, donc du coup je vais lancer ça. Ça se passera sur ta chaîne YouTube? Je pense parce que j'ai hésité aussi à lancer une autre chaîne, mais finalement je me suis dit c'est pas grave. Il y aura un côté aussi revenir à terre, de repartir de zéro. D'ailleurs, le 0 a un nom avec le titre de l'émission, parce que l'émission aura un titre par contre différent de la chaîne. Différent de la chaîne. On va relancer avec 2 amis une espèce d'agence de consulting pour les artistes. Pour les artistes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire. Parce que quand j'ai trouvé un espèce de confort dans le fait de travailler en vrai parce que tu vois, il y a eu un paradoxe dans ma vie à un moment, c'est que c'était plus facile pour moi de présenter un projet, de faire du consulting pour une chaîne de télé, France O et tout, et d'être appelé, que de le faire en musique. De le faire soi-même. Et des fois, des gens, ils se disent que certaines de mes analyses sur le marketing et tout, ça vient de la musique, mais pas du tout. En fait, c'est des analyses, en vérité, c'est des analyses factuellement, parce qu'en fait, je fais un master en journalisme, après, je fais un MBA en communication digitale, tu vois. Et en fait, finalement, c'est des analyses, tu sais, que, en vrai, si je devais vendre ça, tu vois, je pourrais faire une analyse pour ça. Bon, en fait, je le refais dans la musique. Et ce qui me frustrait beaucoup, c'est plus que de ce que t'as appris à l'école, en fait. Tu vois, par exemple, l'analyse sur Beyoncé, c'est ça, c'est une espèce de benchmark. Tu sais, je suis dans la mode, c'est exactement ça. En plus, c'est vraiment la structure, là, pour le coup, je trouvais que c'était très, très scolaire. C'est pour ça que j'avais pas beaucoup d'affection pour cette vidéo, parce que je trouvais qu'elle faisait très court.
Ouais, on peut critiquer la forme, mais à ce moment-là, ta force, c'est que t'arrives au moment où on se pose tous la question. Parce qu'on voit que Adidas, c'est bizarre. Et toi, t'es là, tu viens traiter de l'actualité. C'est aussi ça ta force. Et oui, tu le fais de manière très didactique. Moi, ça me va parce que j'étais plutôt, ça me va d'être scolaire. Je préfère moi, je préfère en vérité le truc storyteller. Mais après, bon, chacun ce truc. Ouais, quand il y a des notions compliquées, j'ai l'impression que c'est quand même mieux de passer. Parce que il y a des notions aussi, des fois, qu'il faut expliquer des concepts. Et là, je me dis, faut pas trop se perdre. Tu pourrais, surtout que tu dis que tu t'écris pas. Ça veut dire, t'imagines, t'y vas comme ça sans filet. Moi, je suis plus de l'école, des fois un peu de trame, moi, ça m'aide. Est-ce que c'est peut-être un des projets futurs, mais est-ce que tu veux faire des choses avec ta communauté? Parce que tu commences à avoir combien d'abonnés là maintenant? 200 000, 230 000. Quand même. Est-ce que tu veux faire des choses dans ce sens-là, en les rencontrant, en faisant des choses avec eux? Ouais, je pense que je vais faire, mais je peux pas en dire plus parce que je travaille dessus. En vrai, mais vraiment, je travaille vraiment dessus pour le coup parce que je pense que autant l'émission, c'était un de mes, voilà, je pense que là, on est sur la fin. Au moins, on va le lancer bientôt. Autant la rencontre avec les gens, c'était quelque chose que j'appréhendais aussi parce que je savais pas tâter, en fait. Tu sais, moi, tous les créateurs de contenu que je connais sont en agence. Ouais. Donc, eux, ils sont vraiment en mode drivé. Et moi, j'arrivais pas à savoir. Et les meet-up, c'est un peu en mode froid. Moi, non, c'est froid parce que moi, je me dis, j'ai pas envie que les gens viennent s'asseoir en mode, ah, Stevie, tu vois, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Et donc, du coup, là, je suis en train de travailler sur ce qu'on va faire. Pour faire vraiment quelque chose. Et pas juste se rencontrer pour se rencontrer. Voilà, qu'on fasse des trucs et que ce soit au moins des moments où on se dit, c'était un bon truc, quoi. Ouais. C'était comme un moment avec une vidéo. C'était autre chose. J'ai hâte de découvrir ce que tu vas faire. J'ai oublié de te poser la question de quand est-ce que de faire ça à plein temps. Et est-ce que tu fais ça à plein temps aujourd'hui? Maintenant, je fais ça à plein temps. Et ça fait 1 an et demi que j'ai pris la décision de faire ça à plein temps parce que... Ah, c'est récent. Ouais. Ok. Ah, mais je pensais que ça faisait, je sais pas, un petit 3 ans que tu avais profité du confinement pour... Non, je travaillais de ouf encore. Okay. Ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant. Peut-être 2 ans, ouais. 1 an et demi, 2 ans. C'était impossible de tenir déjà en termes de rythme. Parce que les gens, ils s'oublient. C'est vrai que c'est des formats souvent longs et que c'était tous les dimanches et tout. Donc voilà. Et aussi parce que l'une des raisons pour lesquelles je faisais tous les contrats que je faisais par-ci par-là, c'était parce que je me disais que le jour, si j'ai l'occasion de faire un truc sur ma passion, bah, le jour où je reposerai mon CV après, oui. J'aurai mon CV, donc plein de trucs écrits dessus partout, plein d'expériences. C'est pour ça, donc du coup, quand j'ai pu le faire, je me suis arrêté. Donc voilà, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et donc du coup là, voilà, je commence à essayer d'avoir le travail avec des gens et tout. Je voulais pas aller en agence. Je sais pas s'il faut le faire parce que moi c'était pas un truc une beauté aller. Quelqu'un une structure pour te driver, etc. pour les placements c'est surtout ça. En vrai, en tant que créateur de contenu, en vrai, tu vis de ça. Agence, c'est surtout les placements de produits. Donc je pense que je réfléchis encore et je me laisserai le temps de voir si c'est le cas. D'ailleurs, si je suis toujours suivi, en fait. Si je suis plus suivi, je retournerai travailler et j'écuterai de la musique parce que tu sais. Je me dis tous les jours. Non, mais c'est vrai. Et parce que les gens, ils croient que, moi, j'ai toujours ce recul de me dire que, frère, tu es là à la base parce que tu aimes la musique et que tu passes des heures à prendre plaisir à kiffer la musique, tu vois, genre, quand tout ça sera terminé, ou quand voilà. Toi aussi, t'es là, je pensais que j'étais la seule qui était comme ça en mode de quand tout ça sera terminé. Je me dis tout le temps ça. Ouais. Comme quoi, c'est un truc qu'on est en train de vivre qui est génial, mais que, à un moment donné, ça va se terminer. Et donc, faudrait que je puisse prendre un album de... Alors, vas-y, on n'a même pas fait de rotation de vinyle. Attends, non, mais il y a MC Solar, désolé. MC Solar. Il faudrait que je puisse prendre un album de Solar, le mettre dans mon truc. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'MC Solar regardait l'émission. Ah, donc, tu seras content. Ah, coucou à lui, parce que je suis un grand fan. Ouais, moi aussi. Je suis contente, là. Je sais qu'il regarde l'émission, on a choisi son vinyle. Je suis heureuse. Je suis un immense fan de Solar, franchement, les mots. Bah, justement. Ouais, mais ça m'étonne pas, Clément. Ça m'étonne pas que ce soit ton style. Et donc, du coup. Moi, c'est mon premier rappeur. J'appelle ça le premier rappeur. C'est le premier rappeur que j'ai écouté étant petit. Bah, du coup, j'aimerais m'asseoir un jour, reprendre un album de Solar, et pas me dire que j'aurais des vues, je sais pas trop quoi, et kiffer la même chose. Donc, c'est mon but, en fait. C'est-à-dire que je me dire qu'après tout ça, quand je ça bougera pas. On sera toujours des kiffeurs de... Même si je parle à une seule personne et qu'on est dans, je sais pas dans quelle rue, bah, le truc sera... Ce sera toujours le même plaisir. Le même plaisir. Donc, c'est ça mon but. Donc, voilà. Merci Stevie.
Ah, ça fait un plaisir, Nifa. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Ouais, là, je sais pas ce que ça va donner, tout ça. Attends, mais je sais pas comment on a je fait. sais pas comment. C'est horrible. Je pense que t'as battu le record, là. Je te remercie ça fait infiniment un d'avoir plaisir. accepté et d'avoir joué le jeu comme ça à fond, d'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance. Nous, on t'aime beaucoup ici. Cette émission, je sais pas si tu le sais, sera disponible sur YouTube en vidéo, mais aussi en podcast audio. Merci pour les retours que les gens nous font à chaque fois sur chaque vidéo qu'on poste sur la chaîne Camino TV. Merci Cosmo pour les plans Kitoko et merci Camino TV. Et merci Stevie. Merci à toi, Nifa. C'était un plaisir. Merci.